En préparant le podcast, je relisais nos premiers échanges de LinkedIn qui remontent à 2014-2015, donc on est quand même dans un autre temps. Il y a eu des insultes, il y a eu quand même des choses qui ont été dites. Pourquoi j'ai créé cette boîte de conseil? The Tops, ma première boîte, c'était vraiment un truc, je veux faire ça m'excite, et c'était l'aventure entrepreneuriale qui m'excitait. Là, c'est plutôt venu à moi. C'est-à-dire, en fait, j'étais free, et par contre, ça faisait 2 ans que je l'étais, et j'avais un moment où j'avais un plafond de verre de chiffre d'affaires, un plafond de verre finalement de ce que je faisais au quotidien, quoi. Et j'avais envie de retrouver une équipe, de retrouver l'ambition. Quand t'es pas dans une course au temps court, généralement, tu prends le temps de construire, tu prends le temps d'apprendre de tes erreurs beaucoup plus facilement, juste de changer tout de suite. Et effectivement, notre logique, elle est de se dire qu'un client qui travaille avec nous aujourd'hui, dans 10 ans, faut qu'il soit encore là. Mais dès aujourd'hui, c'est-à-dire ça fait déjà 2 ans, toutes les marques qui sont 100% e-commerce, il y en a très très peu qui dépassent les 8-10 millions. Et quand tu dis ça, certains pourraient dire mais c'est déjà énorme. Oui, d'un point de vue stratégique long terme, tu n'as aucun investisseur, aucun corporate, industriel qui est intéressé par une boîte qui fait 8 millions et qui est que e-commerce. Parce qu'en fait aujourd'hui, se dire que je suis différent parce que j'ai un Shopify, c'est pas différenciant. Enfin, tout le monde sait faire un Shopify, plug un Klaviyo et faire tout ce que tu veux. En fait, c'est pas ça la différence. La différence c'est... Je tenais vraiment à remercier le sponsor de cette saison 2, il s'agit de Weglot. Weglot, c'est une solution de traduction de site web no-code qui te permet de gérer facilement ton site en plusieurs langues. Très simplement, Weglot traduit et affiche tous les contenus de ton site. Ça t'évite ainsi d'avoir à gérer plusieurs sites web pour plusieurs marchés. Et en vrai, ça change tout. Avant, traduire son site web, c'était un projet interminable avec des centaines d'échanges entre traducteurs, développeurs et équipe marketing. Nous, par exemple, on l'utilise pour notre site lachapelle.club, mais également pour toutes nos verticales comme Kowabunga, Notion Ninja ou même le Poney Club. Fais l'essai et va sur lachapelle.club. Tu pourras retrouver le site en français et en anglais bien sûr, mais aussi en allemand, en espagnol, en italien et on s'est même fait un kiff avec la traduction en japonais. Pour conclure, Weglot affiche ton site web en plusieurs langues, gère la traduction de ton site web en combinant traduction automatique et humaine bien entendu, et tout ça en optimisant ton SEO multilingue. Weglot est utilisé par plus de 70 000 sites web multilingues à travers le monde, avec des clients comme Microsoft, IBM, Clarins, Ecovadis, Pigment, Silver et donc La Chapelle. Tu peux donc tester gratuitement et les yeux fermés pendant 10 jours, c'est gratuit, et ensuite profiter d'une réduction de 15% sur ta première année avec le code SANDWICH15. SANDWICH 15 avec le code SANDWICH 15, du coup 15% sur ta première année. Merci beaucoup et bonne écoute. Ouais putain, on aurait jamais cru quoi. En 2015, on serait là ensemble à tourner un podcast avec Vincent, du coup, on se connaît depuis 2015, donc ça fait plus de 8 ans maintenant. On avait bossé ensemble, à l'époque avec nos 2 premières boîtes, où, sans spoiler, les 2 se sont un peu mal terminées, mais je pense que c'est ce que tu vas nous expliquer. Donc on était un peu en train de discuter de ça, que c'était quand même gaulerie qu'on soit redevenus potes et qu'on soit comme ça à échanger ensemble. Donc bienvenue Vincent, bienvenue à toi. Merci Hugo, ça fait plaisir, effectivement. Il y a 8 ans, on n'aurait pas pensé être ici, et finalement... Comme souvent on dit, la vie professionnelle est longue, donc il faut savoir aussi garder les liens et où les recréer. Et complètement, donc voilà, c'est la bonne occasion. En préparant le podcast, je relisais nos premiers échanges de LinkedIn qui remontent à 2014-2015, donc on est quand même dans un autre temps. Il y a eu des insultes, il y a eu quand même des choses qui ont été dites, mais du coup tout ça maintenant c'est oublié. Donc je pense que ça peut être déjà intéressant en intro, on va dire assez rapidement, parce que le but c'est qu'on parle de ta boîte que tu as maintenant, DNG, etc. Mais de parler un peu de la genèse, sans faire toute la page Wikipédia de Vincent Redrado, mais en fait voilà comment t'es devenu entrepreneur et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici. Ok, commençons par ça. En fait, moi déjà, je suis né dans une petite ville à côté de Toulouse, et en fait mes parents sont pas du tout dans le business et dans l'entrepreneuriat, et en fait je commence par bosser chez Coca-Cola en commercial dans le sud-ouest, et en fait je m'amuse énormément. Je peux venir à Paris faire un stage, et en fait ce stage est assez horrible. J'arrive à Issy-les-Moulineaux, il pleut, c'est l'enfer. Je connaissais pas Paris, et en fait je démissionne assez rapidement pour aller bosser chez PriceMinister.com. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle aujourd'hui Rakuten. C'était vraiment une boîte qui était assez extraordinaire, une très grosse croissance, et les fondateurs Pierre Kosciusko-Morizet, Pierre Krings, Olivier Miato étaient des gens assez brillants dans l'e-commerce et dans le consumer il y a déjà très longtemps. Et en fait, je travaille pour eux, et mon taf c'est de générer de la rentabilité, donc de lancer plein de business annexes à la vente de produits en ligne pour générer de la rentabilité. Et c'est là où j'apprends l'e-commerce, j'apprends la finance et j'apprends aussi l'entrepreneuriat. Parce que je connaissais pas la tech, je connaissais pas l'entrepreneuriat, pas l'e-commerce, et je suis aux côtés de gens qui sont passionnants, et donc en fait je bosse mais comme un fou et je m'éclate. Et effectivement à ce moment-là j'ai une idée business, je leur présente, ils me disent c'est génial Vincent mais ça nous intéresse pas.
Et donc je me dis qu'est-ce que je fais? Je reste salarié, ça se passe bien, est-ce que je crée une boîte? Et en fait, je pars créer la boîte qui s'appelait à l'époque The Tops. THETOPS, et en fait c'était une boîte qui vendait des marques trendy qu'on peut appeler aujourd'hui DNVB, on en reparlera, mais globalement c'était un concept store en ligne, et on a fait ça pendant un peu plus de 6 ans, et en fait on s'est bien marré, quoi. On s'est bien marré. On est en quelle année là pour que les gens... La boîte on l'a créée en 2011. Ouais, c'est ça. En 2011, donc en fait c'est mon premier job. En fait c'est vraiment créer la boîte, et Price Minister avait été absolument extraordinaire puisqu'ils j'ai pu créer la boîte dans leur bureau, financé par eux, j'avais toujours un salaire, ils m'avaient toujours gardé en salarié pendant que je bossais pour la boîte. Enfin vraiment des mecs qui poussaient l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs tu as beaucoup de gens de chez Price Minister qui ont créé des très très belles boîtes, et j'essaie de faire ça dans ma nouvelle boîte, c'est de me dire quand il y a des gens qui partent pour créer une boîte, pour moi c'est presque une réussite, c'est pas un turnover négatif, c'est vraiment une réussite. Et en fait ouais, ça a été assez extraordinaire, ça a été une expérience, on y reviendra après, où en fait tu apprends absolument tout, parce que t'as beau avoir fait une école de commerce et peu importe laquelle, en fait on te dit pas comment négocier un pacte d'actionnaires, on t'apprend pas quelles sont les valorisations, comment recruter, surtout quand t'es jeune, tu recrutes des gars qui ont ton âge ou qui sont plus âgés que toi, enfin tu ne sais absolument rien faire, et tu dois tout apprendre, surtout quand tu viens pas de cet écosystème. Moi je vois des gens aujourd'hui, des potes, ils sont dans un milieu entrepreneurial, ils ont 23 ans, ils ont une culture entreprise, des codes, de comment cela fonctionne. Moi, je savais même pas, je savais rien, quoi. C'est ce qui t'as raison, c'est ce qui me choque le plus aussi, parce que, en fait, ce que j'allais dire pour appuyer ce que tu disais, c'est que voilà, là, on est en 2011. Bah, justement, les plus jeunes qui ont là 25 ans, 26 ans, bah, qui bossent avec nous, même avec qui on peut s'associer. Moi, j'ai l'un de mes meilleurs amis associés qui a 26 ans, enfin, qui a 25 ans. C'est une toute autre culture, mais voilà, là, en 2011, c'était, du coup, il y a plus de 10 ans. Pour te dire un truc, tu vois, 2011, on lance la boîte, et en fait, on arrive à lever, grâce au réseau de Price Minister, 1 million d'euros, mais sur PowerPoint, tu vois. Ouais. On fait la une des Échos. Aujourd'hui, les mecs qui lèvent 1 million, on n'en parle pas. Clairement. Tu vois, on faisait la une des Échos, on était partout sur French Web, enfin, on était partout. Tout le monde en disait, c'est un truc de fou, on avait des actionnaires. Juste pour tu vois, on avait des mecs de Price Minister, mais on avait aussi notamment Claude Bébéard, qui est le fondateur du groupe AXA, les assurances. Enfin, tu vois, c'était quand même un truc extraordinaire. Et du coup, on fait la une, mais de plein de médias. Et aujourd'hui, le mec qui lève 1 million, on s'en fiche, quoi. Enfin, tu vois, on n'en parle plus. Et donc, en fait, ça a totalement évolué. Et en fait, c'est une boîte qui en fait n'a pas marché, quoi. Mais qui n'a pas marché, qui dès le début a été dans le dur, parce qu'une idée, en fait, c'est pas une bonne exécution. Donc l'idée était peut-être bien, mais en fait, à la fin, pour tout vous dire, elle était pas ouf. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu des mecs lancer un truc aux US, et les mecs qui avaient lancé ça aux US étaient brillants. C'était les anciens fondateurs de Skype. Enfin, tu vois, c'était des mecs mais très forts, qui ont levé beaucoup d'argent très vite. Et je me suis dit, il y a personne en Europe, je vais le faire. Donc repitcher, c'est ça, tu disais, c'est une marketplace, donc ouais, c'est marketplace, en fait, concept store de marques digitales, de marques trendy. Donc en fait, mon taf, c'était d'aller sourcer les marques les plus trendy du moment, les sélectionner, les mettre en vente sur le site, et les vendre et les distribuer. Voilà. Sans avoir le stock. Donc en fait, en gérant en étant juste l'intermédiaire, l'interface, et en prenant une commission au passage. Et en fait, c'est que tous les gars qui avaient lancé ça aux US, en fait, ferment, quoi. La boîte marche pas. Toutes les boîtes marchent pas, alors qu'ils avaient levé, moi j'avais levé 1 million, mais ils avaient levé 70, 80, 100 millions. Enfin, c'était une autre échelle. Et là, effectivement, nous non plus, ça marchait pas, quoi. Donc, on a dû totalement pivoter la boîte. Et en la pivotant, on est passé de 500 000 euros de CA annuel à un peu plus de 8, mais toujours pas rentable et toujours pas un bon modèle. Donc, en fait, on a dû la céder, mais la céder au tribunal de commerce, quoi. Donc, c'est-à-dire que t'as pas réussi ta boîte, mais avec le recul maintenant, parce que ça, c'était en 2017, avec 6 ans de recul, tu t'aperçois que, mine de rien, entre fermer une boîte où t'as pas la maturité, c'est dur d'expliquer aux gens parce qu'en fait tu déçois tes partenaires, tu déçois tes équipes, tu déçois tes investisseurs, alors que toi-même en fait jusqu'au bout t'essaies d'attaquer, de revendre une boîte où tu vas rien gagner mais où tes collabs vont pouvoir avoir un salaire, vont pouvoir avoir une issue, et c'est ce qui s'est passé, mais à la fin tu perds une main devant, une main derrière, et c'est extrêmement difficile, quoi, tu vois. Hyper douloureux. Ouais, de toute façon, moi, ceux qui me suivent le savent, j'en parle assez souvent. C'est sûr qu'une liquidation judiciaire, on va dire que c'est... Et on a eu l'occasion d'en parler quand on s'est vu sur Bordeaux il y a quelques mois. Une liquidation judiciaire, c'est hyper douloureux. C'est grosso modo 1 an, et on va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas ce qui est intéressant aujourd'hui, mais en tout cas, pour parler vulgairement, ça te fait la bite, quoi. Je le dirais peut-être pas de la même manière, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que au même titre qu'on t'apprend pas comment développer une boîte, on t'apprend pas non plus comment la fermer, ouais. En fait. Et là t'as 2 façons de réagir, c'est soit tu entre guillemets pars puisque tu n'as presque plus aucun engagement juridique, soit en fait essaie jusqu'au bout de faire le truc clean, quoi. Mais tu n'as absolument rien à y gagner à part
toi-même te regarder dans un miroir et te dire j'ai fait le truc classe quoi, enfin classe, j'ai fait le truc clean, ce qui est encore un autre truc, et c'est ce que j'ai fait, mais finalement après coup je trouve que c'est la meilleure histoire, la meilleure aventure, et on y reviendra après, mais je pense que c'est ça qui a fait que DNG aujourd'hui a une croissance assez intéressante grâce à cette expérience quoi. C'est la meilleure expérience de vie que j'ai pu avoir quoi. Ok, mais écoute, sauf si t'as peut-être d'autres précisions à donner là-dessus. Encore une fois, le but c'était de passer très vite à la suite. Donc moi je pense que ça, là on était vers quoi, 2015, 2016 2017 ouais. Donc la fermeture définitive c'est 2017. Ouais, 2017 ouais. Donc là, qu'est-ce que tu fais là? Tu repars te faire un peu la main plutôt dans le civil là du coup en attendant ta prochaine aventure? Ben en fait ce qui se passe c'est que il y avait plusieurs personnes qui avaient proposé de racheter la boîte. Et en fait, moi, j'accompagne. La plupart me font une proposition pour les accompagner ou travailler pour eux. Et en fait, je le fais, mais en free et pas longtemps, parce qu'en fait, je m'aperçois que globalement, être salarié ou dans la posture de salarié, en fait, me convient pas et me va pas. Et donc, en fait, assez rapidement, j'ai des marques que je distribuais ou des gens de mon réseau qui me disent est-ce que tu peux m'aider? Mais presque sur, d'ailleurs, ce que tu fais pas mal, mais sur du coaching, quoi. C'est-à-dire, on se voit une fois ou deux par mois. Et je t'aide. Et c'est là, en fait, ce qui était passionnant, c'est moi, je suis parti de ma première histoire entrepreneuriale en me disant je suis mauvais, j'ai tout loupé, j'ai pas réussi à faire mes ambitions, j'ai laissé tomber tout le monde et je sers à rien. Mais en fait, t'as appris plein de trucs parce que t'arrives à créer de la valeur pour d'autres personnes. Et t'as une expertise. Qui vaut quelque chose. Sur l'e-commerce, sur le consumer, sur la finance. T'as appris. Et comme t'es passé par plein de choses très très dures, mais soit ça t'enfonce littéralement et t'en ressors plus. Soit t'as beaucoup plus d'expérience, de force et finalement de confiance. Et en fait, en faisant du free, j'ai repris confiance en fait très fortement et j'ai fait du free pendant 2 ans et ça s'est super bien passé. C'était génial. Je travaillais rien qu'avec des marques cool, des Jimmy Fairly, des My Julie Candle, enfin des marques très sympas que plein de gens à mon avis doivent connaître. Et en fait, à un moment, il y a eu le choix quoi. C'est soit je continue en free, soit j'en faisais quelque chose. Et il était arrivé des missions qui tombaient et j'avais plus la bande passante de le gérer. Et c'est là que je me suis dit, faut en faire quelque chose. Et donc, c'est là que j'ai créé Digital IT Group. Donc, en fait, qui est DNG, un acronyme, qui est en fait une boîte de conseil, un cabinet de conseil spécialisé dans le consumer. Et tu peux expliquer peut-être ce que c'est le consumer. En fait, le consumer, globalement, le consumer, c'est le B2C, c'est toutes les marques qui vendent des produits physiques au consommateur final. Voilà. Donc, en fait, ça va être pour les plus gros en France, ça va être du L'Oréal, du Danone, mais ça peut être aussi des très belles ETI françaises comme Toupret, Savencia, Léa Nature, et aussi des très jeunes boîtes qui se lancent comme des Jimmy Fairly, des Cézanne, des Teddy Bear, etc. Et justement, et puis pendant qu'on est sur les définitions, parce que je pense qu'on va beaucoup l'utiliser dans le podcast, est-ce que tu peux du coup définir ce que c'est DNVB? Alors on a vraiment commencé par ça, effectivement maintenant de moins en moins, mais en fait DNVB c'est Digital Native Vertical Brand. En fait c'est toutes les marques qui se lançaient exclusivement en e-commerce. Donc Cézanne, Teddy Bear, Louis Vuitton, Co. Et donc en fait que des marques qui vendent ça. Et aujourd'hui c'est un terme et un acronyme qu'on n'utilise plus. Parce qu'en fait, plus aucune marque ne fait que d'e-commerce. Et donc, en fait, toutes les marques sont distribuées en retail, dans des distributeurs, et aussi en e-commerce. Et on y reviendra après, mais c'est nous-mêmes, c'est un terme qu'on utilise plus, mais on s'est lancé là-dessus, avec cette conviction très forte que vraiment, tout ce que j'avais pu apprendre, et tout ce que ces marques étaient en train de mettre en place, avait un gros impact, et que il y avait plein de choses à faire, et donc, cette conviction assez forte que la nouvelle génération de consommateurs attend la nouvelle génération de marques, et que ces nouveaux entrants avaient plein de choses à dire et à faire, mais aussi que les acteurs historiques avaient aussi beaucoup de choses à faire et à développer dedans. Et donc, on a commencé en fait à se développer avec des briques stratégiques. Donc, ça veut dire quoi, des briques stratégiques? Ça veut dire que des sociétés viennent nous voir en disant j'ai envie voilà mon plan à 3 ans, mais je sais pas quelles sont mes options, je sais pas comment le faire, et donc on leur fait des plans stratégiques à 3 ans, des fonds d'investissement qui viennent nous voir en disant j'aimerais investir dans cette société, mais je sais pas comment faire, je sais pas comment l'analyser, est-ce que vous pourriez nous aider? Et après est arrivée en fait une brique opérationnelle, c'est-à-dire une fois qu'on a fait la stratégie, quelle est notre capacité à mettre en place cette stratégie en place chez les clients. Et c'est là où en fait globalement aujourd'hui on a créé 2 équipes de conseil, une équipe de consultants en stratégie, une équipe d'experts métiers. Donc on va avoir des experts de la croissance qui n'ont pour le coup jamais fait de conseil en strat, mais qui ont opéré des sociétés directement chez l'annonceur. Et c'est ça qui fait notre grosse différence, c'est qu'à la fois on travaille que dans du consumer, donc on est expert que des boîtes qui vendent des produits aux consommateurs, donc on ne fait pas d'immobilier, on ne fait pas d'assurance, on est vraiment que là-dessus, donc on a une expertise très forte. Et aussi on a ces équipes mixtes qui en fait sont des consultants en strat et des gens qui savent faire. Du coup quand on fait des recommandations,
elles sont très pratiques et fonctionnent, puisqu'en fait, c'est les gens qui les ont mis en place qui les font, quoi. Et tout ça, ça a été assez rapide, parce que en fait, moi, ce que je comprends, c'est que en fait, ça s'est créé de manière de base opportuniste. Oui. T'as eu des opportunités qui, en fait, t'étais en fait assez 360. T'avais pas vraiment, tu réfléchissais pas, je pense, briques stratégiques, briques opérationnelles. T'avais donc des missions qui te venaient par ces marques, qui faisaient partie de ton réseau. Parce qu'en fait, on le rappelle, hein, The Tops au plus haut, c'était combien de marques qui étaient distribuées dessus? 300, donc sans compter toutes les marques que tu avais rencontrées, mais qui n'étaient pas ou plus sur The Tops. Oui. C'est-à-dire que, grosso modo, en 6 ans, tu as rencontré entre 500 et 1000 marques, quoi. Je t'avouerai, j'ai pas fait le compte, mais tu vois, on y reviendra après, mais dans l'écosystème qu'on a créé, le Digital Native Club, on a un peu plus de 800 marques. Donc on va pas être trop loin, effectivement, je pense que depuis, il y en a beaucoup qui de ce chiffre-là, tu vois. Mais effectivement, en fait, pourquoi j'ai créé cette boîte de conseil, The Tops, ma première boîte, c'était vraiment un truc, je veux faire ça m'excite, et c'était l'aventure entrepreneuriale qui m'excitait. Là, c'est plutôt venu à moi. C'est-à-dire, en fait, j'étais free, mais par contre, ça faisait 2 ans que je l'étais, et j'avais un moment où j'avais un plafond de verre de chiffre d'affaires, un plafond de verre finalement de ce que je faisais au quotidien, quoi. Et j'avais envie de retrouver une équipe, de retrouver l'ambition. Et en fait, ce qui s'est passé dans ça, c'est que le métier de conseil, une fois que tu enlèves tes expertises métiers, que tu enlèves tout, ce n'est qu'une chose, c'est que de l'humain. C'est de l'humain avec tes collaborateurs que tu recrutes et qui travaillent, parce qu'en fait, tu ne vends que l'intelligence de tes collaborateurs, et c'est de l'humain avec tes clients. C'est que du lien humain. Et donc, en fait, ce que j'avais appris de ma première boîte, c'est que il y avait plein de choses que j'avais loupées là-dessus par manque de maturité, manque d'expérience. Par contre, toutes les choses que j'avais réussi, c'était grâce à ça aussi. Et donc, en fait, je me suis dit, ça, c'est peut-être un truc qui pourrait bien t'aller. Et en plus, j'adore vendre. Et donc, je me suis dit que c'était un truc pareil qui pouvait bien se passer, parce que quand tu vas aller chercher, on y reviendra après, des top collaborateurs, il faut savoir leur vendre l'histoire. Et au même titre, quand tu veux aller signer des top clients, il faut aussi leur vendre l'histoire, quoi. Et donc, en fait, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et au départ, effectivement, j'avais pas une vision stratégie, opération, club. Par contre, j'avais une vision parce qu'avant de me lancer, j'étais allé voir, et ça, je trouve que c'est un truc que tout le monde devrait faire. J'étais allé voir plein de gars qui avaient créé des très très belles boîtes de conseil. Et je leur avais dit, mais c'est quoi les clés de succès d'une boîte de conseil qu'on veut se développer, qu'on veut se lancer? Là, c'est au moment en fait où tu veux passer, en fait, on va dire, de free à boîte de consulting. J'ai la possibilité par des clients qui entrent de me dire, je peux recruter des gens, je peux passer l'étape. Mais en fait, c'est quoi les clés de succès de ce marché, parce que je les connais pas. Exactement. Ouais. Et en fait, ce que je comprends, c'est il faut être extrêmement identifié sur une niche d'expertise. Donc c'est le côté au tout départ d'INVB et e-commerce. Il faut aussi de l'autre côté avoir des profils extraordinaires. Il faut être en capacité d'accompagner ton client sur une grande globalité finalement de mission, parce que c'est tellement dur de rentrer qu'une fois que tu y es, il faut pouvoir l'accompagner. En fait, il rentre par rapport, en fait, à cette expertise nichée, et c'est ensuite que tu peux être un peu plus de 360. Mais si de base tu t'es identifié comme une boîte de consulting 360 marketing, surtout dès le début, en fait, tu fais rien. Oui. Et donc en fait, au départ, effectivement, tous les grands groupes de conseil aujourd'hui font pas tout, mais font beaucoup de choses. De la stratégie plan à 10 ans j'ai des développeurs en interne qui vont te coder ton site e-commerce. Ils ont à peu près tout, mais au départ, tu dois avoir une expertise très différenciante et très forte. Et donc, une fois que tu as dit ça, en fait, moi, j'ai collé par rapport à mon expérience, parce qu'au départ, ce que je vendais, c'était moi, en fait, et mon expertise. Donc, c'est là-dessus qu'on est parti. Et effectivement, j'ai rajouté groupe au départ, pas pour être enflant, mais parce que j'avais cette logique une boîte de conseil, elle se crée par des top profils qui vont rejoindre la boîte, par des nouvelles expertises métiers que tu vas ajouter, mais aussi potentiellement par des rachats de sociétés. Donc en fait, dès le départ, on a créé ça. Cet esprit de galaxie, en fait. Ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'on a mis groupe dès le départ, en fait. Et ça, c'est marrant, parce on y reviendra après, parce que du coup, moi, c'est ma vision, c'est ça que là, on a commencé le podcast tambour battant. Je t'ai pas fait trop un update de où j'en étais, mais c'est un peu je trouve l'un des points communs toutes les personnes là qui ont été en face de moi, c'est que tu vois, que ce soit Guillaume Loubèche avec Lemlist, que ce soit Jérémy Bendayan avec pareil avec son groupe ou quoi que tu connais très bien. Et en fait tous en fait ont un peu cet esprit de galaxie et cet esprit de suite, de suite d'outils ou de suite d'agences ou de suite d'offres. Donc c'est-à-dire que toi en fait dès le départ tu as quand même l'intuition que tu vas démarrer avec ça, mais qu'après tu vas avoir une certaine, on va dire, une galaxie verticale. En fait, une fois que tu comprends comment fonctionne le conseil, tu t'aperçois que le plus dur dans les grands comptes, c'est d'être référencé et de rentrer. Ouais. Et après, on pourrait dire, mais c'est bien faire son boulot. Ouais, mais si t'as pas recruté les bons, tu rentres pas et tu fais pas bien ton boulot. Enfin, tout est lié. Et donc, une fois que tu y es, et que t'as la confiance des gens avec qui tu travailles, parce que tu bosses bien, parce que tu les aides à développer leur boîte et leur croissance, en fait, si tu continues à faire la même chose, ça marche pas. Donc, t'es obligé, dans tes sujets de croissance, de rajouter des briques métiers.
Et ces briques métiers, tu les rajoutes de plusieurs manières. Tu apprends et tu montes en compétences en interne. Tu recrutes des gens qui ont ces compétences-là ou tu rachètes des boîtes. Mais dans tous les cas, tu crées un écosystème, une galaxie qui peut être de plusieurs noms, qui peut être de plusieurs entités, mais en tout cas de différents métiers. Ça, c'est obligatoire. Et ça peut être pareil pour si tu veux te développer à l'international. Est-ce que tu prends un partenaire sur place? Est-ce que tu rachètes une boîte sur place? Ou est-ce que tu y vas sur place? Mais à la fin des fins, t'es obligé. T'es obligé de partir de ton client. Et ton client, il a des besoins, et tu t'aperçois que nous, sur notre métier, ils avaient ces parties-là, ils avaient dessus des besoins de plans stratégiques. Mais après, ils nous disaient, ouais, mais ce sur quoi vous nous recommandez des choses qui sont très liées à l'e-commerce, qui sont très liées à la nouvelle génération de consommateurs. J'ai personne en interne qui peut prendre ce projet, comment fait-on? Et c'est là, tu dis, soit je t'envoie chez un copain, soit je le fais. Soit je te mets un consultant à moi et ça, je le fais, donc du coup, je dois recruter de nouvelles personnes. Et il y a plein de choses que l'on ne fait pas. Typiquement, on a vraiment la chaîne de valeur des sociétés consumer. Donc de vraiment, ce que j'appelle la stratégie, c'est je rachète une société, mon plan strat à 3 ans, j'envoie mon produit dans un carton logistique. Et là-dedans, en fait, il y a plein de choses que nous, on s'interdit de faire. Typiquement, on fait pas de branding, on fait pas d'influence, on fait pas de logistique. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas. Par contre, ceux que l'on fait, on doit être les meilleurs. Tu vois, et je pense que c'est ça un peu le sujet que l'on doit tous avoir, qu'on a des métiers comme les nôtres, c'est de se dire mais quel est notre terrain de jeu? Et quand on est petit, parce que tu vois aujourd'hui on est 40 collaborateurs, on est une petite boîte par rapport à des mastodontes, et donc en fait le seul moyen d'être bon, c'est d'être très différent et d'être très fort sur ce que tu fais. Parce qu'en fait t'as un bouche à oreille, t'as des recommandations, et donc la clé en fait c'est de savoir ton terrain de jeu et savoir l'optimiser. Ok, donc du coup, là, si on fait un tout petit peu en arrière, donc du coup, tu passes de free à, tu montes, du coup, tu commences à te mettre en ordre de marche pour monter ta boîte de consulting. Et là, justement, tu fais évoluer, je suppose, peut-être en fonction de tes idées, mais aussi beaucoup en fonction des opportunités et des demandes que te font les clients, parce que du coup, tu découvres, on va dire, un nouveau métier, un nouveau marché, même si ça reste ton expertise, mais c'est un nouveau métier. Je sais pas si tu peux donner les noms, mais c'est quoi les 4-5 premières boîtes pour qui tu bosses? Et je suppose au début, c'est toi qui es main dans le cambouis, toi qui es très hands-on avec eux. Tu vois, les premières missions, ça va être, on travaille pour Unibail Rodamco, donc qui est le leader de la foncière commerciale au monde. On travaille pour Danone, on va travailler pour Teddy Bear, on va travailler pour My Jolie Candle. Enfin, tu vois, on va travailler pour des boîtes très très différentes. Et au final, oui, c'est beaucoup moi qui suis là au début, quoi. Soit du grand groupe, soit de la DNVB, mais bon, voilà, quand tu parles de Teddy Bear, tu me parlais de Jimmy Fairley, tout à fait. On est déjà sur des gros, quoi, qui étaient. Oui, parce qu'en fait, à l'époque, étaient déjà gros, quand même. Dès le départ, on s'est dit, si on fait ce changement, on peut pas être positionné free, enfin, comme un freelance. Et donc, du coup, il faut de suite avoir un niveau d'exigence assez élevé. Et donc, en fait, avoir un niveau de prix assez élevé. Parce qu'en fait, si tu veux recruter moi, pour te dire, les 2 premières années de la boîte, l'intégralité de ma rentabilité, c'était pas pour me payer des dividendes ou me payer un salaire, c'est j'ai recruté des mecs qui étaient extraordinairement forts et bien meilleurs que moi sur leur métier. Et donc tu les recrutes pas pour facturer comme si tu étais freelance. En fait, tu vois, ça marche pas. Et donc en fait, de suite, tu as un très bon niveau d'exigence, tu travailles comme les meilleurs cabinets sur ta niche d'expertise, mais du coup ça se price. En fait, et parce que sinon le modèle ne marche pas. Et d'ailleurs on le voit, notre panier moyen typiquement, donc là c'est vraiment, on est comme en e-commerce, hein, tu vois, c'est les chiffres que l'on suit, mais augmente de 30-40% tous les ans. Parce que du coup, tu augmentes du coup déjà aussi la LTV de tes clients. Donc la LTV, je sais jamais ce que ça veut dire, c'est lifetime value. Lifetime value. Ouais, c'est ça. En gros, c'est combien un client te rapporte sur la durée de sa vie, quoi. Que ce soit chez un e-commerçant ou que ce soit dans un client quand tu es une boîte de conseil, c'est la même chose. Et donc nous, comme on est sur du temps long, et ça c'est quelque chose qui est totalement différent. Par exemple, avec ma première boîte, c'était en mode en 3-4 ans, faut que je fasse un coup. Le coup, il s'est totalement ponté. Alors que c'est là, je suis parti sur un plan à 10-15 ans. Ça doit être des fondations extrêmement solides, donc boîte rentable, des top profils, et on verra ce qui se passe dans 10-15 ans. Et donc en fait, ça veut dire que le projet, vu comme ça, quand t'es pas dans une course au temps court, généralement, tu prends le temps de construire, tu prends le temps d'apprendre de tes erreurs beaucoup plus facilement, juste de changer tout de suite. Et effectivement, notre logique, elle est de se dire qu'un client qui travaille avec nous aujourd'hui, dans 10 ans, il faut qu'il soit encore là. C'est ça en fait, et ça c'est hyper intéressant. Là, du coup, tu parlais de notion de panier moyen, donc de LTV. Donc là, on le répète, c'est un peu en gros le chiffre d'affaires total qu'un client va faire avec toi. Toi, par exemple, on peut donner l'un des business qui a les LTV, je pense les plus éclatés du monde, c'est ceux qui vendent des piscines. Bon, voilà, si tu fais une piscine chez toi, en général, le mec il te garde en CRM, mais il va pas te relancer tous les ans parce que logiquement,
tu vas pas te refaire une nouvelle piscine dans l'année d'après. Par contre, voilà, des business comme le tien ou des business comme nous chez Kimono. Alors, je vais plutôt prendre l'exemple plutôt d'Olivier, parce que c'est lui qui est, on va dire, le visionnaire de tout ça. Mais pareil, Olivier, chez Kimono, on a les vêtements, on a la culture d'entreprise, on a les off-site, on a l'office design. Et donc, l'idée, c'est que quand un client rentre chez nous, il va rentrer chez nous peut-être par les vêtements, mais demain, on va également lui organiser son off-site. Et demain, il va changer de bureau, donc on va également s'occuper de son office design. Et demain, il va passer de 80 à 180 salariés. Il a peut-être un sujet de culture, donc c'est là où on peut amener la brique conseil. Donc, du coup, toi, pareil, ça a été ta vision day one. C'est la même chose, business, quoi. Mais du coup, le sujet est de se dire, mais comment, dès qu'un client rentre chez toi, il sait par quelle brique il rentre, mais il est aussi au courant de ton écosystème. Et donc, il va pas être choqué quand 3, 4, 6 mois après, tu vas lui parler d'autres sujets et où le mieux, c'est quand lui, il pense, il vient directement t'en parler, quoi. Ouais, ça, c'est le top. Mais effectivement, cette logique que, tu vois, nous, ça fait partie de nos éléments les plus forts. On liste nos clients. Et on se dit, OK, sur les 3 dernières années, quels sont leurs revenus mensuels? Est-ce qu'ils sont en croissance, pas en croissance? Quels sont les clients qui ont le plus de potentiel, pas de potentiel? Et en fait, c'est de se dire, on doit se projeter dans le temps avec eux. Parce qu'en fait, être référencé chez des grands comptes, quand une boîte comme la nôtre, c'est super dur. Parce que la plupart du temps, c'est tellement dur d'être référencé qu'en fait, les clients, ils préfèrent travailler avec les boîtes qui sont référencées chez eux. Parce qu'en fait, ne serait-ce que d'un point de vue, passer la case achat, c'est plus facile de travailler avec quelqu'un peut-être qui est moins bon que d'aller s'embêter de référencer quelqu'un de nouveau et de prendre le risque que ça marche pas. Oui, quelqu'un, si les gens qui nous écoutent n'ont jamais connu ce processus de référencement j'allais dire dans les boîtes du CAC 40, mais même en dessous. Ouais, le SB 120, c'est... Même chez je vois, Leclerc, je sais pas s'ils y sont, enfin, tu vois, toutes ces grosses boîtes-là, c'est un parcours du combattant, quoi. C'est un parcours du combattant et en même temps, quand tu sais que tu sais bien l'utiliser, c'est génial. Et c'est pour ça, d'ailleurs, t'es bien. C'est pour ça que c'est dur d'y rentrer. Mais par contre, quand tu y es, la logique, c'est quelle histoire tu écris. Et l'histoire, une fois plus, elle est humaine. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous, on n'est jamais référencé. On est référencé auprès d'une société, mais pour une personne. Et c'est là où tu reviens sur la clé du conseil. C'est qu'en fait, quand tu es référencé pour une personne, cette personne, a priori, elle va pas faire 30 ans dans la même boîte. Donc, elle va partir. Et donc, en fait, tu as 2 niveaux, on va dire, de suivi de ta relation. C'est la société avec laquelle tu travailles, mais c'est aussi la personne. Parce qu'une personne, elle peut changer de boîte, et ça nous est déjà arrivé plein de fois, et elle a adoré ce que tu as fait avec elle dans une boîte, mais forcément, elle rentre, elle se dit... La première personne que j'appelle, c'est DNG parce que j'ai envie de travailler avec eux. Et donc c'est ça en fait le temps long. Et c'est quelque chose, en plus moi je suis un mec mais totalement impatient de nature. Et j'ai notamment, je me suis entouré de gens qui ont cette logique de temps long et ils me forment un peu à ça, quoi. Mais tu vois, moi typiquement là on vient de signer avec une très très belle boîte. Mais ça fait 1 an et demi qu'on discute avec eux. C'est un potentiel de plusieurs centaines de milliers ou millions d'euros à plusieurs années. Mais moi j'avais envie de pousser des offres. Et ils me disaient non. Ça viendra quand ça viendra. Par contre, faut garder le lien, faut discuter, ceci, cela. Effectivement, c'est venu. Mais c'est parce que moi, je suis de la culture tech, où on va vite et on fait tout. Et en fait, c'est là où je trouve que ce qui est bien, c'est d'avoir cette culture tech qui est totalement à l'inverse de la culture conseil, qui a justement cette notion de temps très long, fait qu'on change les codes et qu'on va plus vite que les autres, je pense. À l'inverse, il faut aussi s'entourer de gens qui ont vraiment cette culture-là, parce que sinon, potentiellement, typiquement, la première fois que j'ai un rendez-vous, moi, dans un grand compte, mais je connais pas les codes non plus. Ouais. Tu vois, de qui est quoi, de quelles sont les formules, enfin, tu vois, c'est un apprentissage constant. Et tu t'aperçois que c'est toujours pas une grosse boîte DNG, mais il y a des choses sur lesquelles je suis plus la meilleure personne dans la boîte. Il faut plus que j'intervienne, par exemple. Ok, intéressant. Parce que là, du coup, si on refait un petit peu la chronologie, donc là, déjà, en fait, tu montes la boîte, tu fais tes 2, 3, 4, 5, je sais pas combien de missions avec combien de clients différents tu fais. Donc je suppose que de toute façon c'est du temps homme. Donc très vite je pense que tu commences à t'entourer avec des gens, soit peut-être que tu recrutes au début en free, peut-être que tu recrutes après en CDI. C'est quoi, on va dire, à quel moment tu te dis j'atteins un premier milestone et on rentre dans une nouvelle partie de l'histoire de DNG? Je peux vous donner les chiffres. Globalement, nous aujourd'hui on a travaillé avec aucun free depuis le départ et c'est pas prévu. Pourquoi? Parce qu'en fait une boîte de conseil elle se valorise principalement par les compétences internes que tu as. Et comme nous, notre métier, c'est de pas être généraliste, c'est d'être expert sur le consumer, et que quand les gens nous rejoignent, ils ont en fait un processus d'onboarding extrêmement fort, des formations. Nous, notre taf, c'est de dire, même tu vois, on a beaucoup de gens en interne qui sont des directeurs e-commerce, qui ont 10-15 ans d'expérience. Mais on veut que quand ils soient chez nous, en 6 mois, mais ça soit les meilleurs du marché, encore meilleurs que ce qu'ils étaient avant. Et donc du coup, pour ça, il faut leur apporter tout ce knowledge. Et ça, je donne pas un free. Oui. Je le donne aux gens qui sont chez moi. Et donc en fait, c'est ça qui est valorisé dans notre boîte. C'est les gens qui sont vraiment chez nous.
Ça veut pas dire que c'est pas bloquant. Pas le capex, quoi, en fait. Mais c'est pas bloquant. D'ailleurs, c'est peut-être bloquant. On se pose la question justement de se dire est-ce qu'on n'aurait pas un pool de free pour nous accompagner parce que du coup parfois on refuse des missions parce qu'on n'a pas les gars, etc. Ouais. Mais pour revenir sur ta question de départ, tu vois les étapes. Première année on fait 700 000 € de CA, deuxième année 3 millions et là on va faire un peu plus de 5. Ok, là t'es seulement dans la 3e année fiscale là. Ouais. Ouais, tu vois, moi, je sais pas pourquoi dans ma tête ça vous moins déjà 4-5 ans. Non, parce qu'en fait, comme j'ai fait beaucoup de free avant, t'as l'impression en fait qu'il y a ce côté, il y a ce côté free. Mais en fait, première année on fait 700, deuxième 3 millions et là on va faire un peu plus de 5. Donc une fois plus, on reste assez petit, mais par contre, on a en fait, on est très rentable, on a une belle embarquée pour l'an prochain. Et en fait, surtout nous, les KPI que l'on regarde aussi beaucoup, c'est le chiffre d'affaires par collaborateur. Typiquement, c'est le panier moyen, c'est quelle part de chiffre d'affaires se fait sur les grands comptes, les fonds d'investissement ou les marques à fort potentiel. Donc en fait, c'est tout ça que l'on regarde pour voir mais comment notre métier s'oriente et comment nous on y arrive. Typiquement, tu parlais de temps homme. On va dire dans le métier du conseil, tu as 2 façons de facturer. C'est soit tu as ce qu'on appelle des missions au forfait. Il y a une mission, elle dure 6 semaines, c'est tel montant. Que j'y passe 1 jour ou que j'y passe 400 jours, c'est le même montant. Ou alors on se met d'accord sur un tarif journalier et sur un engagement de nombre de jours sur la durée. Mais tu vois, ça par exemple, ce qu'on appelle communément la régie. Donc tu as le forfait et la régie. Mais tu vois, la régie au début d'année, c'était 10% de notre chiffre d'affaires, aujourd'hui c'est 55%. Est-ce que tu préfères ça ? C'est pas que je préfère ça, c'est qu'en fait on est allé vers des métiers qui demandaient ça. Ok. Tu vois, et donc en fait on a effectivement, et pour nous c'est beaucoup mieux parce que quand tu as un contrat de 2-3 ans garanti, mais t'as pas de poser la question du mec pendant 2-3 ans, tu sais qu'il est staffé et qu'il a travaillé. En termes de prévisionnel. Et c'est comme ça que tu peux grossir aussi. Si tu sais, ok, ces mecs-là, c'est bon. Tu vois, par exemple, je vais te dire un truc qui est une grosse réussite. Le début de l'année 2023, on avait un objectif de faire à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et on commence l'année avec à peu près 400-500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc 10% de ce qu'on doit faire sur l'année. C'est-à-dire que tu as 90% de chiffre d'affaires à aller chercher. Donc tous les mois, il faut y aller. L'an prochain, le chiffre d'embarqué, il est supérieur à 2,5 millions. C'est-à-dire qu'on a 5 fois plus d'embarqués qu'en début d'année. Et c'est-à-dire que l'an prochain, avec le chiffre d'affaires signé, pratiquement tous les frais fixes sont payés. Donc je commence l'année en me disant, ok, maintenant on peut aller faire la croissance et faire la croissance rentable. Et donc du coup, c'est ça où le système de régie est super intéressant aussi, c'est que ça te donne du coup un moyen de plus prévoir ton business et donc du coup de te poser la question qu'on s'était pas posée, qu'on s'est posée d'ailleurs il y a 10 jours. Ok, l'an prochain maintenant, quelles sont les nouvelles idées d'innovation? Où est-ce qu'on met de l'argent pour investir sur des nouveaux profils, des nouvelles expertises? Ouais. Parce que tu peux te projeter aussi. Et puis en plus, quand on a viandé une boîte comme nous deux, il y a 7-8 ans, c'est le genre de choses qui fait mieux dormir la nuit aussi. Je pense qu'on en a déjà parlé, on l'a planté pour plein de raisons. Moi, le marché était pas bon, je l'ai pas bien exécuté, mais aussi je l'ai pas bien géré financièrement. Ouais. Aujourd'hui, on est équipé comme si on était 500 quoi. En termes de finances, de compta, j'ai un PNL, j'ai un arrêté comptable mensuel. Je connais ma trésor au jour le jour. Je connais ma rentabilité par projet, par mission, par practice, tous les mois. Ouais. Et donc en fait, oui, je dors extrêmement serein parce qu'en fait, je sais exactement où est-ce qu'est ma boîte financièrement, où est-ce qu'il y a les risques, où il n'y a pas de risques. Et le gros sujet qu'on a aujourd'hui, c'est que comme on est en forte croissance, dans nos métiers du conseil, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand tu recrutes une personne, tu vas mettre 1, 2, 3 mois à la staffer, donc la facturer, et ton client te paie entre 30 et 90 jours. En fait, pendant 5-6 mois, c'est toi qui paie entre guillemets le salaire de la personne, et ce qui est normal. Hein. Mais du coup, en fait, nous, on n'a pas un problème de renta, on a un problème de trésorerie. Et donc, en fait, le sujet, c'est comment tu anticipes ça, ou comment tu te fais financer ta trésorerie, parce qu'en fait, soit tu bloques ta croissance. Ce qu'on a fait parfois cette année, on n'a pas recruté des personnes parce que on était limite en trésor, et ce qui devrait pas être le cas. Et tu te fais alors justement vu que tu as quand même surtout maintenant pas mal de visibilité sur ton chiffre d'affaires, sur l'argent qui va rentrer, sur tes contrats qui sont à longue durée, t'arrives pas à te faire je suppose que si, à te faire suivre par une banque ou autre. Je sais pas si tu vois. Pour te dire, là, on entraîne. Pour toi, c'est des Carmen, des Silver, c'est des boîtes avec lesquelles tu peux. Pour le coup, ça fonctionne peu. Et puis, je t'avoue, ils sont assez chers. Donc, tu vois, on préfère. Nous, en fait, on a la chance d'être rentable, mais on n'est pas parce qu'on est rentable qu'on dépense l'argent. Tu vois, on est vraiment, on est des commerçants, quoi. Tu vois, en fait, on est une boîte qu'on n'a pas levé d'argent. Tout l'argent que l'on a, on a une règle assez simple, c'est que tu as 70% de la rentabilité annuelle qui est mise dans l'investissement de l'an prochain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelles sont les nouvelles activités que l'on veut lancer ? Donc du coup, quel montant on accepte d'investir dessus ?
quelles sont les choses qu'on veut faire différemment, quels sont les profils que l'on veut faire. Et donc en fait, on est dans une logique d'investissement parce qu'on est dans une logique de croissance. Aujourd'hui, dans notre métier du conseil, et les gens que tu as reçus sont un peu dans la même dynamique que nous, quand tu fais du 40, 50, 60% de croissance sur des métiers de conseil, c'est dur. Parce qu'en fait, il faut ça, tu passes des steps de suite. Au début, moi, c'était moi qui gérais l'émission. Après, tu prends des managers intermédiaires, puis eux-mêmes ont des managers Enfin, c'est très pyramidal au final dans la structure. Et du coup, c'est très très dur parce que les mecs très très bons, mais tout le monde veut te les piquer. Et toi, t'as besoin de les garder. Enfin, tu vois, c'est assez complexe. Et donc, en fait, c'est parce que nous, tu vois, on n'est pas un SaaS. À un moment donné, un SaaS, ton produit il est génial. Tu peux enlever, t'as que les commerciaux. Je généralise parce que c'est jamais le cas, mais tu peux avoir un scale très fort. Nous, le scale, c'est que l'humain. Et tu vas pas faire x10 sur tes prix, ça marche pas. Tu peux augmenter, mais tu fais pas x10. Donc t'as besoin de recruter des gens. Et donc en fait, ça prend du temps de recruter les très bons, surtout quand t'as un positionnement d'expertise et que t'es quand même positionné assez cher. Du coup, ça veut dire quoi? Que chaque mec que tu recrutes doit être trop fort, doit être super formé, et quand il est face à un client, le mec se dit, wow, ok, j'ai bien fait. Et donc ça prend du temps. Et donc ouais, t'as plein de moyens de financement, mais t'as aussi un moyen qui est tout bête, c'est qu'on a changé nos conditions de facturation. Arrêtez de te faire payer à 90. Ben, j'ai arrêté déjà de facturer en fin de mois. Je facture en début de mois. Ouais. Je suis beaucoup plus dur quand, au bout d'un mois et demi, je suis pas payé. Ben, mon gars, il vient plus le lendemain. Enfin, tu vois, c'est plein de choses. Tu prends plus d'acompte au début. On travaille avec des factors. On a des découvertes auprès des banques. Mais effectivement, ça, d'ailleurs, j'ai découvert un nouveau monde. Moi, ma première boîte, elle était pas rentable. Et du coup, à part la BPI, quand tu lèves des fonds, il se passe rien. Sinon, t'as droit à rien, ouais. Et en fait, tu t'aperçois que quand t'es rentable, ben, en fait, il y a un nouveau monde qui s'ouvre. C'est-à-dire les boîtes rentables. Ouais. Et là, t'as plein de moyens de financement. En fait, le sujet n'est pas de comment tu te finances, le sujet est du taux d'intérêt qu'ils vont te filer. Mais en fait, il y a toujours quelqu'un qui veut financer une boîte rentable et en plus en croissance. Donc en fait, c'est là où j'ai découvert aussi la vraie liberté d'entrepreneur. C'est-à-dire en fait, quand t'es rentable, c'est nous qui choisissons l'an prochain. Est-ce qu'on veut faire le même chiffre d'affaires et la même renta? Est-ce qu'on veut aller faire 3 fois plus? Est-ce qu'on veut faire 20, 30% de plus? Enfin, tu vois, tu as la liberté de te dire, c'est moi qui décide quel est le rythme de croissance de ma boîte. Ouais, ça c'est bonheur, ça. Ben, t'as ce vrai sentiment de liberté de pouvoir décider. Et ça veut pas dire, ce chiffre, on le fait parce qu'on y est comme des fous, qu'on travaille beaucoup et ça vient pas tout seul. Mais, à la fin, t'as cette liberté de te dire, je suis rentable, j'ai des moyens pour aller développer la boîte, dans le futur. Et en plus, j'ai cette liberté de dire, mais je peux prendre un montant pour me dire, ok, ce projet-là, ça me fait marrer, j'ai envie de le tester. Parce qu'en fait, tu vois, nous, les projets, ça, je pense, c'est un point qui est assez important, c'est que j'ai créé la boîte seule, mais sans jamais avoir une vocation de la faire seule. Mais par contre, je l'ai fait seul au début, et tu vois, le modèle que l'on a de créer chacune des briques, stratégie, opération, le club sur lequel on pourrait venir, et j'ai aussi une autre boîte qui s'appelle Market, qui est un réseau de boutiques physiques. En fait, à chaque fois, on l'a fait de la même manière, c'est-à-dire que on fait ce qu'on appelle un peu de l'intrapreneuriat en interne, et on cherche des business partners. Et donc, en fait, pendant 6 mois, dès qu'on a une thèse sur un nouveau projet, sur une nouvelle chose, on va essayer de retrouver une personne qui est super forte, qui est l'une des meilleures de son marché. Et pendant 6 mois, on lui dit, t'as accès à tout le réseau DNG, à tous les clients DNG, à toutes les ressources de DNG. On paie ton salaire, on le négocie pas. Parce qu'en fait, si tu veux bien bosser, c'est ces 6 mois. Et on se met d'accord sur des conditions d'association post ces 6 mois et sur des objectifs à atteindre. Et généralement, les objectifs à atteindre, c'est se dire, est-ce qu'on a fait le fit pro-perso entre toi et nous? Est-ce qu'on a trouvé un market product fit sur ton offre avec notre réseau et tes clients? Et 3, est-ce qu'on a un pipe commercial de 800 000 à 1 million d'euros pour l'année d'après? Si on a ça, en fait, on crée une filiale et la personne est associée. Et en général, c'est quoi là ta thèse? C'est 50-50, 60-40, 70? Ça va dépendre, mais généralement, la personne va prendre entre 5 et 30% du capital, qui est souvent un équilibre entre le salaire qu'elle souhaite et l'equity qu'elle souhaite. Tu vois, ça, je suis d'accord. Parce que tu veux être entrepreneur, mais donc du coup, c'est avec les risques qui vont avec. Bah, soit tu veux garder un très très bon salaire, et donc du coup, moi j'ai pas de problème, mais en fait, moi ça me coûte, donc pour mon equity, après qui pourra être rediscuté, c'est pas figé. Soit tu veux prendre un peu plus de risques, et du coup, en fait, c'est un équilibre, mais que tout le monde comprend et qui est très sain et qui est expliqué dès le départ. Très très sain, ouais. Et donc en fait, quand tu as ça, je suis seul fondateur, mais je suis entouré d'associés, et pas d'associés que je manage, je suis entouré d'associés qui sont meilleurs que moi sur chacune de leurs briques. Et moi, mon seul taf au quotidien et ce qui me motive et qui m'excite énormément, je compare souvent un sélectionneur de sport co ou un chef d'orchestre. Mon taf, c'est de recruter les meilleurs et les faire jouer ensemble. Ok. Point barre. Du coup, c'est une super transition pour justement un peu parce que c'est ça qu'on a au début, juste avant d'enregistrer, au lieu de dire DNG, Digital Native Group, je disais DNC. Parce qu'en fait, moi, dans ma tête, je vous connais surtout par rapport en fait au club. Donc en fait, je pense que c'est pour ça que j'ai dit C. Et du coup, ça nous fait une bonne transition en fait pour un peu expliquer ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est encore une fois cette vision
Galaxy, cette vision de business unit, de vertical, enfin, on peut, encore une fois, quelle que soit la sémantique qu'on veut utiliser. Donc là, tu as commencé un petit peu à l'expliquer. Toi, aujourd'hui, tu as quoi? Tu as 4 ou 5 verticales? J'ai 4, ouais. 4 verticales. Ouais. Donc il y a celle que tu as... Il y a la brique stratégie, conseil en stratégie depuis le départ. La brique opération. Ouais. Tu as la brique là, club. La brique opération, c'est là où tu fais. On met en place les stratégies qu'on a recommandées à nos clients. Tu as la brique club, qui est en fait un truc assez extraordinaire. Ça m'intéresse grave. Et après, on en a créé une autre en dehors de DNG qui s'appelle Market, qui est un concept store, pareil, de marque trendy. Et là, vous avez combien de lieux déjà? On en a 6 maintenant. On a 6 boutiques, okay. Ouais. 6 boutiques avec chaque fois une 60aine de marques. Tu vas faire un The Tops mais en physique, quoi, en fait. Bah, c'est une sorte de, c'est revival, quoi. Tu vois, c'est retour vers le futur, quoi, un peu. Parce qu'en plus, The Tops, je me rappelle, t'avais eu aussi un peu déjà. Une dizaine de boutiques éphémères, ouais. Et justement, d'ailleurs, c'est pour venir rapidement sur The Top, c'est un moment l'e-commerce n'était pas rentable. On s'est dit, le retail fonctionne très bien, allons-y à fond. Et c'est là où ça n'a pas marché parce que t'es entouré d'actionnaires e-commerce qui veulent pas mettre des capex, investir en boutique. T'es un associé qui a pas envie de ça et qui est pas fait pour ça. Et donc à la fin, désalignement de tout le monde et ça marche pas. Non, moi je me rappelle parce que du coup, je faisais les réassorts, c'est quelque chose qui marchait bien quand même. Bah en un mois, on faisait 200-300 000 euros de chiffre d'affaires, ouais. Donc, ça marchait bien. C'était au moment de Noël, je me rappelle. Ça marchait bien. Ouais, franchement, ça marchait bien. Donc voilà, ouais. Et donc du coup, et donc en fait là, aujourd'hui, on a créé ta market et t'as aussi le club, tu vois. Et le club est quelque chose d'assez extraordinaire puisqu'en fait, au début, dans le réseau de marques que j'avais avec DNG, on s'est dit que tu avais beaucoup de marques qui se connaissaient, mais très peu qui parlaient vraiment entre elles. Tu avais des groupes WhatsApp de 3, 4 CEO par-ci, par-là. Et on s'est dit un jour, juste faisons un dîner et on va voir si les mecs parlent. T'as commencé par un dîner, quoi. Juste un dîner sympa entre potes, mecs de réseau, quoi. Et en fait, il s'aperçoit que jusqu'à 4h du mat, les mecs se donnaient leurs chiffres, leurs fournisseurs, étaient trop contents de se rencontrer. On s'est dit, en fait, tout cet écosystème n'existe pas. Les mecs ne se connaissent pas. Les mecs, tous ceux qui sont en train d'inspirer les nouveaux modes de consommation en France n'existent pas. Il y en a 4-5 qui se parlent parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils ont le même fonds d'investissement, parce qu'ils ont été dans une soirée ensemble. Mais oui, où il y a des groupes WhatsApp, comme tu dis. Il y a 3-4 groupes WhatsApp qui existent et qui existent très certainement toujours, de 4-5 mecs. Ouais. Mais t'as pas un endroit où tout l'écosystème est regroupé. Et on se dit, ok, vas-y, on va créer quelque chose. Et en fait, on a créé le Digital Native Club, qui aujourd'hui vraiment, mais l'écosystème, on peut l'appeler écosystème groupe, parce qu'aujourd'hui c'est un club privé qui est fait sous sélection, des meilleurs acteurs du consumer en France. Et d'ailleurs, enfin, tu me dis si je me trompe, aujourd'hui, dans l'écosystème, et on va dire dans le, tu vois, par exemple, moi le premier, on vous connaît presque plus pour ça que pour votre brique historique et qui sûrement vous fait la plus grosse part de votre chiffre d'affaires, qui est la je te confirme, notre métier, c'est quand même de faire du conseil. Ouais, voilà. Mais ça, pour le coup, c'est, on l'entend souvent, c'est un hack de croissance. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a créé, on a créé ce club des meilleurs acteurs du consumer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça regroupe les meilleurs CEO de DNVB, donc ces fameuses-là qui sont présentes. Tu as la plupart des C-level de boîtes consumer, donc tu as des C-level de Danone, de L'Oréal, d'Estée Lauder qui sont dedans, et tu as les meilleurs partenaires de la croissance de cet écosystème. Donc en fait, tu as vraiment les trois qui se retrouvent là-dedans, ce qui fait qu'on a un peu plus de 800 membres aujourd'hui dans ce club et qu'on anime par plein d'événements mensuels, des dîners, beaucoup de contenu aussi que l'on fait sur l'écosystème et sur les clés de succès du marché. C'est ça aussi qui vous a fait beaucoup connaître, c'est que je crois que tous les mois vous sortiez une sorte d'étude, je sais plus quel nom vous lui en fait, tous les ans on sortait le panorama des DNVB où en fait on listait toutes les marques qui s'étaient lancées dans l'année. Ouais. On fait aussi tous les ans le baromètre, donc quels sont les KPI de toutes les marques et la croissance. Tous les ans on fait une étude sur le fashion, une étude sur la beauté, une étude sur le home care. Ouais, enfin en fait on sort plein. L'idée c'est qu'à peu près tous les mois tu as une étude assez majeure pour nous positionner. Et c'est pour ça d'ailleurs que la personne qui gère le club, qui s'appelle Kim, qui est aussi celle qui gère la com chez nous et le marketing, mais qui est aussi notre première collaboratrice. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est historique. Ça, j'ai l'impression d'avoir toujours vu le DNG justement publier ça. Et ça pour vous, ça a été un levier de com et en fait un lead magnet de malade. Oui, mais tu vois, ça revient à je crée pas une boîte de conseil comme les autres parce que j'aime pas du conseil. En fait, je crée une boîte de conseil. La plupart des gens qui créent des boîtes de conseil, souvent. Et quand je dis conseil, je fais exprès de faire la différence entre agences. Ouais. Tu as boîte de conseil, tu parles pas très peu aux opérationnels, tu parles aussi level, donc aux directeurs M&A, CEO, DG. Et donc en fait, tu es face à des gens seniors avec forte expertise. Et donc en fait, très souvent, comment les boîtes de conseil se lancent? Elles se lancent parce que tu as un partenaire d'une boîte de conseil qui a 40-45 ans, qui a envie de partir et qui part avec son réseau. En fait, nous on partait pas avec ça. Et donc en fait, on s'est dit dès le départ, il faut qu'on soit sur une niche d'expertise très forte et différenciée, mais surtout qu'on le fasse savoir.
Et donc, plutôt que recruter des consultants au début, en fait, mon premier poste a été Kim. En charge de la com et en fait du développement de la notoriété de la boîte. Et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Ouais. En fait, on a sorti des études. Tu vois, notre premier panorama, il a été vu, je crois, 700, 800 000 fois sur LinkedIn. Il a été téléchargé 3, 4 000 fois. Et donc, en fait, de base, même si les gens, ils associaient pas trop, ils savaient pas trop, tu vois, très souvent, et c'était notre problème. Soit on est connu par le club, soit on est connu parfois par nos contenus. Ah, vous êtes un média du consumer. Ouais, c'est ça. Et donc, parfois, ils savent pas qu'on est une boîte de conseil. Fine, mais on a créé un point de contact. Oui. Tu vois, et après, à nous de le travailler, à nous de le développer. On te place, tu vois, on te place dans l'écosystème, quoi. Et après, à toi de travailler. Mais déjà, t'as quelque chose, quoi. Ouais. Et donc, en fait, ça a été toujours, à la fois cette com et ce club, j'ai envie de dire, mais un hack de croissance très fort chez nous, mais surtout une mentalité qui est très différente chez nous. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est primordial et je pense qu'on est beaucoup plus staffé sur ces équipes-là que n'importe quelle boîte de conseil en ratio. Ouais. Tu vois, on est 40 dans la boîte, t'as 4 personnes qui travaillent là-dessus toute la journée. Sur le contenu, sachant qu'une grosse partie du contenu, tu vois, par exemple, truc tout bête, on a 3 personnes sur le club, une personne sur la com. Donc tu vois, ça fait... Une personne sur le club, t'as dit 3 personnes et une personne sur la com, donc ça fait 4 personnes sur 40, donc t'as 10% des personnes qui sont dédiées au marketing, à la com, mais surtout, on a dans nos équipes de consultants, on a ce qu'on appelle un KPI qui est très important, c'est le taux de staffing. Le taux de staffing, c'est quoi ? Sur 100 jours travaillés, combien de jours les consultants sont staffés pour des clients ? Ah oui. Ok. Donc en fait, tu as généralement 70-80% de taux staffing. C'est un bon taux staffing parce que c'est là où tu marches bien. Donc en gros, ça veut dire quoi ? Si t'as 80%, ça veut dire que généralement, un jour par semaine, ils travaillent pas pour les clients. C'est à peu près ça que ça veut dire. Sauf que nous, ce taux staffing, on l'a plutôt baissé à 60-65%. Pourquoi ? Parce qu'on veut sortir des contenus extrêmement qualitatifs, très régulièrement. Donc on accepte que nos consultants soient moins rentables et moins staffés sur des clients pour sortir du contenu. Donc en fait, tu as tout l'écosystème de la boîte qui a été créé autour de il faut qu'on soit différenciant, il faut qu'on sorte des contenus quali parce qu'en fait, la seule manière que l'on aura de faire de la croissance, on a choisi que ça ne serait pas en recrutant des partenaires de 45 ans qui n'ont pas la culture DNG, elle se fera par le bouche à oreille, par le réseau, par la communication et par le club. Et donc en fait, on investit massivement là-dessus parce qu'en fait, c'est l'un de nos axes différenciants les plus forts. Parce qu'aujourd'hui, le club, c'est une ligne du PNL qui est rentable ou qui est une ligne, ou qui a un coût marketing. Bah en fait, ça dépend comment tu le vois. Si je mettais tout le temps des consultants et de toutes les personnes chez DNG qui passent à créer du contenu, à être présents dans le club, je pense qu'on serait rentable, mais pas trop. Mais si tu enlèves ça, c'est une activité qui fait du chiffre d'affaires et qui est rentable. Parce que tout à l'heure, en fait, tu l'avais mis un peu dans la même case que tes staff marketing. Mais en soi, c'est quand même, ça reste une ligne de plus au PNL. Ça reste une ligne de plus au PNL, mais qui est hybride, puisqu'en fait, à la fois, c'est une ligne de plus au PNL, mais à la fois, elle est censée servir tout le monde d'un point de vue transversal en marketing, en com, en lead. Et donc, en fait, c'est là où on doit être extrêmement schizophrène sur ce club et ce marketing, c'est que si on ne pense que PNL, en fait, on va recruter 3000 membres, on va recruter 300 partenaires pour faire du chiffre, mais en fait, ça va pas servir le cabinet, parce qu'à la fin des fins, le métier, c'est du conseil. C'est le conseil, ouais. Et donc, en fait, demain, c'est pas de devenir une boîte d'événementiel. Le demain, c'est que cette brique-là doit être rentable, parce qu'on peut pas se permettre de faire 150 events dans l'année qui vont nous coûter 500 000 euros par an. Ça doit être rentable. Par contre, ça doit servir l'activité de conseil, puisque notre métier, on sait pas, on se décrit jamais. Nous sommes un écosystème du consumer. Non, nous sommes un cabinet de conseil consumer. Et on a un hack de fou, c'est qu'on a créé le plus gros écosystème dedans. Mais tu vois, c'est non, mais je veux c'est différent. Comme moi, je suis pas un podcasteur. Le podcast, c'est une brique qui aide, on va dire, au développement du studio. Mais par contre, voilà, on trouve des sponsors, on essaie de le monétiser et on gagne de l'argent. Mais encore une fois, le but, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de faire en sorte que on n'en perde pas. Et après, c'est sûr que plus ça monte, plus les sponsors ils peuvent donner plus. Mais je comprends tout à fait le truc. Moi, ça m'intéresse quand même qu'on parle un peu plus du club. De toute façon, on va pas se mentir. J'en ai déjà quand même beaucoup parlé en off parce que tu me donnes pas mal de conseils là-dessus par rapport au moins au club que j'ai monté du coup à Bordeaux qui s'appelle le Poney Club où j'ai mis en place pas mal de trucs que tu m'as déjà donné. Du coup, je te débrieferai après. Donc, déjà, je te remercie. Mais je pense que voilà, pareil, ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce que toi comme moi, on peut le dire. En fait, monter un club de base, encore une fois, c'est presque un peu opportuniste. On le fait en essayant quelque chose. On a tous les deux essayé en disant, franchement, en vrai, c'est con. On se parle un petit peu, LinkedIn, WhatsApp. Pourquoi on se réunirait pas? Et puis, comme si on aime bien bouffer, on aime bien boire, on aime bien les copains. Le meilleur endroit pour faire ça, c'est le resto ou le bar. Et en fait, en général, il se passe quelque chose parce que c'est nouveau.
et que les gens disent ah ouais mais en fait on kiffe trop être ensemble, on kiffe trop, tu mets des gens, tu mets 10 supporters du PSG ou 10 supporters de Saint-Etienne ou 10 supporters de Monaco dans un bar ensemble, ils vont forcément se marrer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un point en commun sur lequel ils vont pouvoir échanger, et en fait ça ne leur arrive pas souvent de se retrouver à 10, alors peut-être supporters de Paris ou Marseille, c'est pas le bon exemple, mais des supporters T'aurais dû prendre comme exemple le rugby, c'est plus facile. Ouais, voilà. Et en fait, c'est pareil entre les entrepreneurs. Et de surcroît, des entrepreneurs qui sont en plus des DNVB, donc qui ont vraiment des et tu vois, je dirais pas que DNVB, mais ce côté consumer. Et en fait, là où ça devient, t'as plein de gens qui ont créé des écosystèmes, mais qui en fait sont pas des écosystèmes, sont en fait des machines à sales. Ils mettent des partenaires, ils mettent des décideurs, et en fait ils sont là pour que les gens achètent des solutions. Donc t'es dans une logique très sales. Ouais. Nous en fait ce qu'on a essayé de créer, c'est pour ça qu'on parle de club, qu'on parle d'écosystème, c'est qu'en fait on a essayé, et c'est notre leitmotiv au quotidien, de comment tu crées de la valeur pour tout le monde sans brique commerciale, mais qu'il y ait quand même du bis qui se fasse. Et en fait le meilleur moyen de le faire, c'est comme vendre du conseil. Vendre du conseil, il y a une seule règle pour vendre du conseil, c'est donner du conseil. C'est tout con. Mais en fait, redonne ta phrase. Vendre du conseil, c'est donner du conseil. Le meilleur moyen de vendre du conseil, c'est de donner du conseil. Ouais, voilà. mais c'est que ça. Et donc en fait, nous, lorsque l'on va rencontrer un prospect, en dehors de la présentation de 4-5 slides que l'on va lui faire de qui on est, c'est surtout lui apporter par rapport à ses problèmes de suite des réponses et des exemples de comment nous l'avons fait à côté. Et donc en fait, la personne ressent en se disant ah, je sais pas si je vais bosser avec eux. En fait, au mieux, j'ai envie de bosser avec eux. Au pire, ah, ils sont smart, ils m'ont donné des conseils, je penserai à eux dans 2, 3, 4, 5, 6 mois. T'as raison, c'est le meilleur des hacks, que les gens comprennent qu'on n'achète pas à ceux qui vendent, on achète à ceux qui donnent. Ben oui, et donc en fait, cette phrase, elle est mais c'est pour ça que nous on a créé du contenu au départ, c'est pour ça qu'on a créé le club, parce qu'en fait, en se disant, en donnant beaucoup de choses à plein de gens, à un moment, il va y avoir un effet boomerang qui sera nécessaire, mais pas court terme, mais qui va arriver. Et donc ça s'appelle le karma aussi, ça. Aussi. Et donc du coup, tu vois, c'est la même logique dans notre club, c'est-à-dire que par exemple, un partenaire qui vient présenter sa solution, il vient pas présenter sa solution. Il vient présenter un cas client avec un client de comment sa solution a aidé le client à garantir ou à s'améliorer. Donc en fait, il fait jamais une présentation commerciale. Et les quelques-uns qui l'ont fait ne sont plus dans le club. Pour donner en fait des précisions à ce que tu dis, pour que vraiment bien que les gens qui connaissent pas encore alors on dit le DNC quand même pour le Digital Native Club. Donc j'étais pas complètement. Non mais le problème c'est un vrai sujet que l'on a, c'est que parfois les gens disent ah mais t'es du DNC, oui mais non parce qu'en fait c'est DNG, enfin mais c'est un sujet Et c'est qu'en fait donc du coup les membres de base, donc ce sont les DNVB, donc ce sont les marques. Pas que des DNVB, vraiment c'est tous les acteurs du consumer qui sont des comme tu disais des C-level qui travaillent au service e-commerce de L'Oréal, Danone ou autre. Voilà, ce sont les on va dire ce sont les gens qui travaillent au e-commerce, quoi. Ouais. Enfin, e-commerce ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment les acteurs du consumer aujourd'hui. Ouais. Donc eux, ce sont les membres. Et en fait, tu fais venir des partenaires. Donc souvent, ces partenaires, c'est des agences. Donc par exemple, ça va être des agences SEO. Ça va être t'as des agences SEO. Tu vas avoir qui font de l'ads, par exemple. Ouais, mais tu vas avoir ta TikTok, ta Call Square sur l'influence. Enfin, tu vas avoir t'as plein de gens en fait sur tout l'écosystème des problématiques, t'as la logistique, t'as du transport. Okay. En fait tu vois t'as plein de choses possibles, imaginables en fait qui sont dedans. Et notre façon de travailler, c'est que on est tout le temps là pour présenter à nos membres les meilleurs assets. Et donc en fait ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque événement, tu as des membres qui viennent présenter des choses qu'ils ont réussi à craquer. En fait t'as aussi les membres qui viennent présenter devant les autres. Voilà, j'ai réussi à faire ça. C'est très différent et singulier, donc je viens vous le présenter et vous donner plein de tips. Tu as les consultants de DNG qui viennent aussi faire ça. Et tu as aussi des partenaires qui viennent présenter, mais jamais en mode, je suis tout seul sur scène et je te fais une présentation commerciale. De SEO, voilà. Bah tiens, juste après toi, que tu connais sûrement, Andrea Ben Saïd, Eskimos. Mais il est membre du club, ouais. Et voilà, qui est membre du club. Vous allez vous croiser. C'est lui qui est sur ce fauteuil juste après toi. Par exemple, voilà, si Andrea ou ses équipes viennent au DNC, donc au club, au Digital Native Club, bah évidemment, les 800 membres du club, c'est 800 clients potentiels pour eux. Tout à fait. Parce qu'en fait, ce que t'as envie de dire, c'est que Andrea, il faut pas qu'il aille en mode shark, il faut qu'il aille en mode intelligent. Je vous donne un maximum de choses. Et si demain vous avez besoin de SEO, bah je sais que voilà, vous ferez appel à moi et on travaillera ensemble. Tout à fait. Peut-être ou pas, mais au moins ça te fera de manière saine. Ouais, c'est ça. De manière saine, pardon. Ouais, tout à fait. Et c'est comme ça que ça marche très bien. Et donc en fait, et notre taf après, au sein du club, c'est de savoir quels sont les besoins des membres régulièrement, et donc en fait ce qu'on appelle faire du relationship management, et donc en fait savoir quels sont les besoins des membres, et donc du coup de pouvoir les orienter vers les meilleurs experts en fonction de leurs besoins du moment. Ok, parce que du coup sans nous donner de nom, bien sûr, parce qu'on n'est pas là pour faire du name bashing, mais du coup ça a arrivé que certains partenaires du coup mais t'as des partenaires, par exemple, c'est tout bête, mais nous on a toute la communauté qui est sur un Slack.
Ouais. Et en fait, tu peux très bien, du coup, si t'as envie de faire ton coquin, envoyer un message à tous les membres du Slack en direct. Et sauf que ça, généralement, dans la demi-heure, on le sait, mais la personne est sortie. Est-ce que c'est du spam? Ben, on le considère comme du Agréable spam. quand Au t'es sein de dans un notre club, quoi. écosystème, ce n'est pas ça. Si t'as besoin de faire ça pour vendre au sein du club, ben, y a un problème. Parce qu'en fait, nous, on prend que des partenaires qui ont déjà des clients dans le club. Donc, en fait, c'est déjà des gens qui sont référencés, publicités. Ils viennent là que pour accélérer leur notoriété et leur crédibilité sur cet écosystème-là. Donc, en fait, si t'as besoin de spammer, bah, il y a un sujet. Et donc, en fait, typiquement, tous ceux qui interviennent au club, ce sont pas les sales, ce sont les gens techniques ou les CEO. Et donc, en fait, c'est vraiment quelque chose sur lequel on fait très attention pour que, justement, on ne devienne pas une plateforme de sales, mais qu'on soit un écosystème des meilleurs acteurs du consumer. Et globalement, quand tu fais ça, les mecs, ils restent. Hein. Tu vois, il y a plein de partenaires pareils que je ne t'ai pas cités. Le club et DNG au sens large, on génère 20 à 40% de leur chiffre d'affaires annuel. Ouais. Classique, t'as 80% ou 90% du marché qui en fait partie. Donc, Et donc, du coup, ben, d'une manière ou d'une autre, on leur a servi. Tu vois, t'as plein de partenaires qui sont assez malins et qui en parlent sur LinkedIn, qui dans leur présentation commerciale disent on est membre du DNC pour servir d'icebreaker et de dire, regarde, on fait partie de ton écosystème, quoi, tu vois. Ouais. Et il y en a plein qui l'utilisent pas. Mais c'est chacun. Nous, en fait, on est là, on n'est pas un outil sales, mais on vous donne des outils et des plateformes à vous de les utiliser ou pas les utiliser. Par contre, on fait très très attention à ce spamming, typiquement. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pour devenir membre. Donc là, je parle peut-être plutôt par exemple aux propriétaires de marques e-commerce, de marques qui se considèrent encore comme des DNVB par exemple. C'est quoi l'une des conditions pour adhérer? Il y a une condition, il faut faire autour de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ok, en dessous, vous prenez pas. Sauf s'il y a une très grosse croissance. Voilà, ok. Ouais. Donc c'est quand même un club privé qui est pas encore ouvert à tous, quoi. Mais Qui ne sera en pas fait, qu'il était au début et qu'il est moins, pas parce qu'on est sectaire ou quoi que ce soit, c'est parce qu'en fait, on s'aperçoit que les challenge business ne sont pas du tout les mêmes. Ouais. Entre un CEO de Kabaya qui va faire 100 millions cette année et une boîte qui fait 500 000 euros, la seule personne qui a y gagné, c'est la personne qui fait 500 000 euros en fait. Ouais. Et donc en fait, ça ne peut marcher que dans notre club, comme c'est un écosystème et que c'est du donnant-donnant, ça ne peut marcher que si, pas tout le monde est sur un pied d'égalité, mais si en tout cas chacun a des choses à apprendre de l'autre. Et donc le meilleur moyen, c'est à un moment donné de mettre un step en fait de chiffres. Et voilà. Et après, bon, on prend pas de dropshipper. Il y a quelques trucs un peu basiques, mais globalement c'est ça en fait. C'est un step de chiffre d'affaires qui fait que tu rencontres au quotidien des galères que les autres rencontrent, et donc tu peux t'entraider. Et pour les agences partenaires, du coup, c'est quoi là? Pareil, il y a des conditions sine qua non pour. C'est c'est l'adhésion annuelle est entre 10 et 40 000 euros en fonction de ce que tu décides, de ce que tu prends, des options que tu as, du nombre d'événements, du nombre de dîners, du nombre de plein de choses. Entre 10 et 40K l'année. Et pour les membres, c'était combien? Les membres, t'as une brique gratuite et une autre brique à 1 000 euros. 1 000 euros par mois. Ouais, par an. Par an. Ah oui, c'est pas cher du tout, quoi. Non. Et en fait, avec 1 000 euros par an, ils ont quoi? Ils ont accès Ils ont accès à toute la communauté digitale, à toute l'historisation de toutes les demandes de tout le monde. C'est tout bête, mais par exemple, tu te poses une question sur Shopify, t'as ce qu'ont demandé les 800 membres depuis 2 ans. Donc, c'est un peu le Wikipédia du consumer. En fait, vous prenez le Slack et vous en faites une FAQ après, ou En fait, on automatise tout sur Notion. Toi, ça doit Ok. te parler. Ouais. Mais ouais, on prend tout le Slack et toutes les questions sont automatisées sur Notion, et du coup, après. avec Make ou Zapier, et en fait, dès qu'il y a un sujet, bim, il est Avec mis Zapier, dans la et FAQ après c'est mis dedans avec les réponses et tu les as classées, etc. Donc c'est quand même, c'est un sort de Wikipédia du consumer qui est assez dingue. Ouais. 3, tu as accès à toutes les journées, t'as une journée par mois. Donc c'est à chacune de ces journées, à tous Là, les t'as dîners. accès, là. T'as accès. Sans surcoût. T'as accès, ouais. Tu T'as accès sans viens, surcoût. Et pareil, c'est- t'as accès au dîner sans surcoût. C'est bon, ça. En fait, à 1000 balles par an, enfin, c'est pas bloquant, quoi. Ouais. Pas ça le sujet. Ouais, donc ça fait 80 euros par mois, oui, c'est pas grand chose, quoi. Enfin, si c'est un sujet, c'est que du coup, ben justement, tu dois pas être dans le club. Enfin, tu vois, Ouais. c'est inversé. Non, je Tu vois. comprends. Et donc ça, ouais, c'est un élément qui marche très bien, mais qui est aussi très challenging parce que comme on l'a utilisé quand même avec un certain business model, ben il faut, comme je te disais, avoir cette schizophrénie de dire, ça doit d'abord servir le conseil Oui, parce que du avant coup, ça avant te- de fait d'être un PNL à part entière. Ça demande quand même vite du support et de la charge mentale et de Ben, la c'est RH, 3 personnes temps c'est- plein, et encore il faudrait qu'elles soient très certainement plus staffées, Oui. parce que chaque événement, un événement par mois, il faut trouver un lieu, il faut trouver des speakers, il faut l'animer. Ouais. Les 800 membres, quand ils écrivent des centaines de messages par jour sur Slack, s'il y a pas les réponses, il faut aider le mec à trouver les réponses. Enfin, tu gères un réseau, quoi. Ouais, non, Et donc c'est pas juste coucou, on fait une soirée par an, quoi. Donc c'est pareil, t'as un réseau de partenaires, il faut l'animer. Enfin, tu vois, c'est beaucoup de travail, mais une fois plus, je considère que c'est l'un de nos axes différenciants les plus forts.
Et donc en fait, c'est totalement légitime que l'on continue à investir et y passer du temps. Ok, trop bien. Et ça, donc ça, encore une fois, là, on vous connaît beaucoup là-dessus. Et ça va être quoi l'évolution de ce club? Parce que t'en as vite fait parler, mais je pense que c'est intéressant quand même, surtout toi, voilà, qui a une expertise là-dessus. T'as tiqué quand j'ai utilisé l'acronyme DNVB. Et ça, qu'on en parle beaucoup. Aujourd'hui, presque plus personne ne veut qu'on l'appelle DNVB. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, avoir une stratégie pure player 100% web, et ben en fait, ça a ses limites et dans le futur, ça va complètement s'estomper. C'est ça un peu. Mais dès aujourd'hui, c'est-à-dire ça fait déjà 2 ans, toutes les marques qui sont 100% e-commerce, il y en a très très peu qui dépassent les 8-10 millions. Ouais. Et quand tu dis ça, certains pourraient dire mais c'est déjà énorme. Oui, mais d'un point de vue stratégique long terme, tu n'as aucun investisseur, aucun corporate industriel qui est intéressé par une boîte qui fait 8 millions et qui est que e-commerce. Ouais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, être différenciant, se dire que je suis différent parce que j'ai un Shopify, c'est pas différenciant. Enfin, je veux dire, tout le monde sait faire un Shopify, plug un Klaviyo, et faire tout ce que tu veux. En fait, c'est pas ça la différence. La différence, c'est comment je crée une marque avec ces différentes clés de succès que nous, on connaît par cœur et comment je la développe. Et toutes les marques qui se développent, tu parlais de Kabaya, on parle d'Easy Peasy, on parle de Cézanne, on parle de toutes ces marques, elles se développent grâce à leur e-commerce, mais aussi et surtout par leur distribution physique, que ce soit des boutiques en propre ou que ce soit via des revendeurs. Mais donc, beaucoup par le retail aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le revendeur et le wholesale, on est d'accord que c'est quelque chose qui pareil, qui a vraiment connu ses limites. Oui, mais c'est toujours pareil en fait, c'est que aujourd'hui, tu n'es que sur un circuit distribution, ça ne marche pas. Donc en fait, je te dirais la même chose, la personne qui fait que des boutiques en propre et qui fait rien en e-commerce ou qui fait que des revendeurs ne marche pas non plus. La logique est obligatoirement d'avoir tous ces réseaux et potentiellement des marketplaces, Amazon et plein d'autres. Ouais. Mais en fait, la logique est vraiment de se dire tu dois être sur tous les circuits de distribution parce qu'en fait, c'est le seul moyen de réussir et de franchir des paliers de croissance. Nous, les marques que l'on accompagne, honnêtement, ça ne nous intéresse pas trop de les accompagner de 5 à 8 millions. Ce qui nous intéresse, c'est comment on les accompagne de 10 à 100, 200 millions, tu vois. Et donc, du coup, pour ça, mais il faut avoir énormément de clés de succès que tu coches et l'une des plus importantes, c'est d'être omnicanal et d'être dans différents circuits de distribution. Et donc, effectivement, on parle, nous, en interne, tu verras sur notre site, en interne, on parle plus de DNVB, parce qu'en fait, l'axe différenciant, ce n'est pas le digital. La seule chose que parfois on s'amuse à dire, c'est plutôt le côté data. C'est-à-dire, c'est des marques, par contre, comme elles ont énormément de data, elles créent leurs produits, elles choisissent d'ouvrir une boutique en fonction de leur data. Enfin, tout le choix est pris basé sur la data, mais pas parce que, en fait, elles sont e-commerce, parce qu'en fait, elles sont nées avec ça. Et après, tu me parlais de prochaine étape. En fait, la prochaine étape qu'on lance en janvier, c'est justement qu'on va créer, au sein de ce club, on va créer, en fait, un autre, qu'on pourrait dire un sorte de club au sein du club, où là, on va regrouper que les 100 acteurs les plus impactful en France du consumer. Donc, tu vas avoir 10-15 fonds, 20-30 DNVB et les plus belles. Quand tu parles de fonds, là, par exemple, est-ce qu'un fonds comme Expérience Capital, dont c'est la thèse un petit peu, en fait. Alors, eux, ils parlaient pas vraiment d'omnicanal. Eux, c'était plus très belle marque, web et retail. Hein, on est d'accord, c'est ça leur thèse, hein, Expérience Capital. Oui, leur thèse, en fait, souvent, ils investissent dans des marques qui doivent avoir un gros développement retail. Et ils les accélèrent. Donc tu vois, ils ont Sœur, Jimmy Fairly, Si Français, Balibaris, etc. Donc oui, Expérience Capital fait partie de cela. Tu as Vendis, t'as Verlinvest, t'as Killvest. En fait, t'as plein de fonds qui vont être là-dedans. Et donc en fait, l'idée c'est de se dire, parce qu'en fait, quand tu fais une journée événementielle et t'as 200-300 personnes, parce que tous les mois c'est le nombre de personnes que l'on a, l'échange entre les personnes est presque trop diffus. T'as trop de gens, t'as trop d'interlocuteurs, t'arrives plus à discuter. Donc en fait, il est important de garder ces éléments, mais aussi d'avoir un groupe réduit de gens qui ont le plus d'impact dans le consumer en France, avec qui on va faire des événements à 15, 20, 30 personnes, quoi. Okay. Très qualitatifs, sur des sujets très stratégiques, de long terme, de structure. Parce qu'en fait, une fois de plus, on l'a fait d'ailleurs régulièrement, on a fait des dîners où on avait que les DNVB, pour reprendre le terme, qui faisaient plus de 15-20 millions. Mais elles n'ont pas les mêmes enjeux que les autres marques. Ouais, non, mais clairement. T'as des sujets de finance, de structure de capital, des sujets de structure RH. J'ai passé la barre des 100 gars, comment je me structure, comment je fidélise mes gars, comment je gère différents leviers financiers ou de revente. Enfin, t'as des sujets qui sont totalement différents. Et donc, c'est ça que l'on veut créer, c'est en fait fédérer. En fait, on les a déjà, mais en fait, c'est fédérer les 100 acteurs du consumer les plus importants et animer cette brique-là ensemble. Pour qu'en gros, en fait, tout est lié avec la vision de DNG. La vision de DNG, on va pas être le leader de la DNVB, on va être le cabinet de conseil leader du consumer en France. Et donc, en fait, là-dessus, quand je mets cette vision, je mets pas une vision de chiffre d'affaires, je mets une vision vraiment de notre position. Je veux que quand les gens, les boîtes, les entrepreneurs se disent,
je suis une boîte consumer, je veux accélérer ma société, je veux la transformer, ils doivent penser DNG. D'une manière ou d'une autre, à un moment, dans l'appel d'offres, ils doivent penser à nous. C'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, en fait, pour y arriver, on a déjà fédéré le plus grand écosystème français du consumer. Mais maintenant, il faut qu'on aille travailler les 100 acteurs les plus impactful de France. Parce que c'est eux, en fait, qui vont vous intéresser en termes de clients pour la partie consulting. Alors, je vais te dire deux choses. Oui, c'est eux qui vont forcément avoir plus d'impact sur la partie conseil, donc c'est pas totalement désintéressé. Mais surtout, la vision de départ de DNG, c'était de dire que la nouvelle génération de consommateurs, en fait, attendaient la nouvelle génération de marques. Et la nouvelle génération de marques, ce n'est pas que ces marques-là. C'est aussi les grands groupes, ceux qui ont le plus d'impact. L'Oréal, dans la cosmétique, s'il va avoir un impact, il a beaucoup plus d'impact que n'importe quelle marque qui se lance à côté. Et donc, en fait, ce qu'on veut pour aller continuer à servir notre vision, mais c'est d'accompagner aussi ceux qui vont avoir le plus d'impact sur les clients, sur l'écologie, sur le business, sur les collaborateurs. Et donc, en fait, c'est regrouper ces 100 personnes. Donc ça, en fait, c'est ta vision et on va dire c'est l'une des choses que vous lancez là du coup dès début 2024. Typiquement, ça c'est pour aller plus vite, pour avancer là-dessus. Et donc c'est tout bête, mais c'est moins de personnes, encore plus qualitatif en termes d'échange, encore plus privé en termes d'échange. Et ça, typiquement, on va très très peu en parler en marketing à côté pour le coup. Oui, ça c'est plus de l'interne parce que pareil en fait, comment alors là on va plutôt parler en termes d'animation. Comment vous allez faire pour animer ce groupe dans le groupe? En fait, qu'est-ce qu'ils attendent, ces gens-là, de clubs tierces comme le vôtre? Mais tu vois, ces gens-là, ils vont avoir des attentes différentes. Déjà, ils vont avoir des attentes... Tu vois, ils ont plusieurs trucs. T'as le premier, c'est qu'ils veulent rencontrer des gens absolument extraordinaires. Par exemple, tu fais venir le CEO de Allbirds, qui est l'une des plus grosses d'NVB US, qui fait 300 millions, qui est introduit au Nasdaq. Enfin, tu vois, tu fais venir des gens. Et ça, vous pouvez le faire. On les connaît. Donc en fait, tu vois, c'est avoir des niveaux d'interaction encore plus importants. Un autre exemple, mais par exemple ça, on les connaît pas, mais ça nous ferait kiffer. Tu vois, dans le consumer, il faut faire venir à un moment donné Arnaud. Tu vois, comment tu fais venir des gens où en fait, d'un point de vue inspirationnel, tu te positionnes en disant mais tu veux rencontrer les plus beaux acteurs du consumer, c'est chez nous. Donc ça, c'est le premier truc. Ce qu'ils recherchent en fait, c'est être inspiré avec des gens assez extraordinaires. 2, c'est d'avoir des échanges très qualitatifs avec leurs pairs. Et donc en fait, c'est-à-dire ils préfèrent avoir un dîner avec 5 personnes qui ont les mêmes problématiques qu'eux, la même taille qu'eux, que en fait être un event avec 400 personnes où en fait ils vont pas savoir à qui parler. Et 3, ils veulent apprendre. Et donc notre taf aussi, ça va être par exemple, tu vois, ça fait partie des sujets auxquels on pense, mais comment tu fais venir un chercheur, un philosophe sur en fait la modification de la consommation, la modification du mindset, pour qu'en fait les gens arrivent à se projeter dans des choses auxquelles ils penseraient pas aujourd'hui. Tu vois, et donc en fait, on est vraiment sur des sujets beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus de long terme, plutôt que effectivement comment j'améliore mon Shopify et mon Klaviyo. Ouais, bien sûr. Tu vois, en fait, les gens à qui on va parler, ils ne sont pas comment j'améliore ma perf à 2-3 mois, ils sont comment ma boîte est transformée dans 3-4 ans. En fait, c'est juste des échelles de temps différentes, et donc du coup des sujets beaucoup plus stratégiques sur lesquels tu peux prendre du temps et te poser sur la durée. Ok, donc ça va être donc l'une des principales choses que vous lancez. Et tu vois, là, tu me voyais un peu dans le vague, c'est parce que du coup, je prenais des notes là en interne, parce qu'en effet, c'est un peu là où je veux amener le club que j'ai, le Poney Club à Bordeaux. Si du coup, c'est totalement différent de vous, parce que nous, c'est pas sur une brique métier ou une expertise métier spéciale, c'est plutôt sur une brique géographique. Mais en effet, maintenant, il y a une telle amplitude, il y a une telle hétérogénéité que parfois, en fait, justement, j'ai envie d'aller organiser des choses et en effet, en beaucoup plus petit comité. Et avec du coup des gens qui connaissent exactement les mêmes problématiques. Et tu vois, on l'a déjà fait cette année où on a fait par exemple la journée de la beauté, la journée de la fashion. Et là, pour le coup, tu n'avais que des acteurs de la beauté ou que des acteurs de la fashion. Et donc en fait, l'idée est de se dire qu'on va aller plus loin pour regrouper les acteurs qui ont les mêmes problématiques. Et donc en fait, on va créer plein de briques, dont celle-là qui sera les 100 acteurs. Parce qu'en fait, nous, ça fait 4-5 ans qu'on est moi, ça fait 10 ans que je suis dans le consumer. Ça fait 3-4 ans que DNG existe. Et donc du coup, effectivement, on sait globalement qui sont ces acteurs. On les connaît, on les a dans notre réseau. Et donc maintenant, c'est comment, avec eux, on construit le monde de la conso de demain. Et donc du coup, il faut les regrouper, les animer et aussi les intéresser. Ok, très bien, très bien. Moi, du coup, ça m'intéressait également qu'on parle de market, parce que j'aimerais qu'on passe aussi un petit peu de temps là-dessus, même si du coup, c'est de base, c'est pas on n'est plus dans le digital, qui est de base ton on est dans le consumer. Mais toi, encore une fois, voilà, toi, t'es pas un expert digital, t'es un expert des marques. Et comme tu l'as dit, les marques aujourd'hui, c'est plus seulement online, c'est également en physique. Et donc, du coup, en fait, pareil, ça, est-ce que c'est
ton côté opportuniste qui a fait naître Market, ou c'est une rencontre que tu as faite, ou voilà, encore une fois, une opportunité d'invest ou quoi, comment ça s'est passé en fait? Pour raconter toute l'histoire de Market aujourd'hui, c'est un réseau de boutiques physiques, concept store, qui en fait référence 60 marques ultra trendy. Donc tu vas avoir... Pas éphémère, c'est du permanent, super permanent. Donc tu vas avoir du My Jolie Candle, du Fago, du Manucuriste, du Cabaya, enfin tu vois, c'est à peu près ça. Et en fait, le concept est de dire, on va ouvrir des boutiques là où les marques ne sont pas présentes, mais où les consommateurs les attendent. Donc en fait, on ouvre en province. On est à Dijon, on est à Bayonne, on est à Toulouse, on est à Metz, on est à Thionville, on est à Calais. Enfin, tu vois, on n'est pas rue du Temple à Paris dans le Marais, quoi. Oui, donc c'est vraiment l'idée. L'idée, c'est ça le postulat de base. Merci de penser aux régions. C'est ça le postulat de base. On est en train de chercher Bordeaux. Et donc en fait, c'est ça. Et donc en fait, comment ça s'est créé? Déjà, ma première boîte, en fait, on revient toujours à l'histoire. Comme ma première boîte The Top, j'avais créé une dizaine de boutiques éphémères chez Citadion, aux Galeries Lafayette, au printemps, dans les centres commerciaux. Et je trouvais que ça avait vraiment marché. Et en fait, l'une des premières missions de DNG, avec Unibail, qui est le leader des centres commerciaux, en fait, nous dit, j'adore ces marques, je les connais, j'arrive pas à les faire venir, mais comment vous pourriez nous aider? Et en fait, l'une des premières missions de DNG, ça a été en fait une mission stratégique de comment créer des expériences retail extraordinaire entre ces centres commerciaux et ces marques. Et l'une des conclusions et des opportunités stratégiques était, mais en fait, c'est pas leur faire des conditions commerciales plus faciles, ce n'est pas de les aider opérationnellement, c'est en fait de créer une boutique avec un écrin spécifique où vous allez regrouper les marques sous un branding assez stylé. Parce qu'en fait, les marques, elles n'ont pas envie d'être à côté d'Histoire d'Or, de CA, elles ont envie d'être entre elles et de parler à la même cible. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on a créé, pour Unibail, Pyramide, qui était en fait un concept store. Ce que j'allais dire, en fait, ta reco, ils l'ont pas fait, donc du coup, tu l'as fait, mais si, il y a quand même. Si, ils l'ont fait. Il y a quand même eu quelque chose. La reco, ils ont dit, ok, on veut le faire, par contre, fais-le. Je fais, les mecs, je suis en train de créer une boîte de conseil, c'est pas pour opérer un concept store. Ouais, mais tu nous as dit que tu savais faire, donc fais. Ben, effectivement, c'est pas faux, c'était ma promesse. Donc, en fait, l'une de nos premières missions, ça a été de faire cette reco stratégique et de la mettre en place, pour Unibail. Donc, en fait, on a créé Pyramide, qui était un concept store sous la place de la pyramide inversée au Carrousel du Louvre. Ok. Donc, une vitrine de 15 mètres carrés, c'était assez extraordinaire. Et en fait, on a fait ça pendant 3 mois. Ça a super bien marché. Et en fait, Unibail, il nous a proposé de continuer cette opération et de le faire, de créer en fait une boîte, une société avec eux. Problématique, c'est qu'ils nous l'ont proposé à des conditions qui n'étaient pas acceptables à l'époque. Il fallait qu'on investisse plusieurs millions dans le projet. Enfin, c'était pas jouable. Et derrière, on a rencontré plein de foncières qui nous ont dit, nous, ça nous intéresse, on veut le faire. Et certaines foncières avec des approches beaucoup plus entrepreneuriales. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on s'est associé avec Carmila, qui est la foncière de Carrefour. Okay. Pour justement en fait développer Market, parce que moi avec The Tops je savais que ça pouvait marcher, Pyramide m'avait prouvé que ça pouvait aussi marcher, et donc en fait on a créé une société avec la foncière financière immobilière de Carrefour. Le groupe Carrefour. J'ai fait une venture avec le groupe Carrefour. Alors ça est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est pas anodin quand même? Est-ce que ça a été simple, ou est-ce que au contraire ça a été la croyance manière? Ouais, avec ce que tu peux dire bien sûr, mais ça a été assez simple puisqu'en fait il avait fait plein de fois. Okay. Donc en fait, ils avaient une brique qui s'appelle Carmila Retail Development, qui est en fait une brique justement pour aider des concepts retail à se lancer. Okay. La seule différence, c'est que d'habitude, il l'avait fait avec des gens qui avaient déjà dit 15 boutiques, nous n'en avait pas. Donc on a dû faire un deal un peu hybride. On commence par une boutique et si elle marche, on en ouvrira d'autres. Et donc là, typiquement, la première boutique en plus, on l'a ouvert pendant Covid. Donc on s'est bien amusé. Et donc en fait, aujourd'hui, tu vois, on a un nez creux, mais en fait, on a 6 boutiques et le plan, c'est d'en avoir 15 pour commencer. Et donc en fait, ça, c'est un projet qui est assez extraordinaire. Et donc, pourquoi on en est arrivé là et pourquoi on l'a créé? Premièrement, parce que c'est lié à mon histoire d'entrepreneur. Deuxièmement, parce qu'en fait, finalement, on a, par des fils conseils, on a pu tester le market fit. Ouais. On a une foncière qui nous a fait confiance et on revient toujours à l'humain. Je me suis associé à Nicolas, qui est le DG de Market, qui en fait gérait une grosse partie du retail de Cézanne et qui en fait est venu rejoindre l'aventure et prendre la direction générale de Market. Quoi, du coup. En fait, pendant 2 ans, on a fait vraiment le boulot ensemble. Il était lead opérationnel et on a officialisé il y a quelques mois le fait qu'il soit associé, qu'il soit DG de la boîte. Okay, et donc en fait, c'est toujours pareil. C'est comment tu arrives. Moi, c'est vraiment mon mindset. C'est comment j'arrive à recruter, fidéliser, motiver un collectif d'associés passionnés par leur métier. Et donc ça, c'est l'exemple type avec Market. Tu vois. Et ça, Market, c'est quoi? Du coup, c'est quoi la vision? C'est quoi l'ambition? Et toi-même, est-ce que tu es très opérationnel dedans? Comment aujourd'hui tu Alors en fait, moi, c'est l'une des briques où je suis le moins opérationnel au quotidien. En revanche,
Tu vois, c'est tout bête, mais je suis l'actionnaire majoritaire. Donc en fait, c'est moi qui suis responsable légalement d'intégralement de tout, et on sait ce que ça veut dire. Surtout dans des boîtes où tu as des gros investissements financiers immobiliers. Là, quand même, là, tu peux te casser la gueule. Tu vois, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros par boutique. Enfin, tu vois, c'est vraiment pas anodin. Et donc en fait, moi, je gère toute la partie financière. Je gère toute la partie stratégique, développement et négociation des baux. Avec du coup tout ça avec des ressources du groupe. Non, ça c'est nous en direct. C'est nous en direct. Toi en direct, ok. Et derrière après toute la partie investisseur et board. Okay. En fait, moi je suis vraiment sur ces briques-là, et effectivement la partie opérationnelle, on a un point hebdomadaire. Mais par contre, la partie opérationnelle, négociation avec les marques, remise en place du stock, gestion des vendeurs, ça c'est pas, je suis moins opérationnel dessus. Ouais. T'as donné. Mais en fait, c'est toujours pareil, c'est comment tu te structures. Et nous aujourd'hui, ça fonctionne bien, mais parce qu'aussi, tu recrutes des personnes géniales, super compétentes, et à qui tu donnes une certaine liberté et autonomie dans leur développement. Tu vois, ce type de personnes, pourquoi elles s'éclatent, pourquoi elles restent. On peut parler des conditions financières, des conditions capitalistiques, mais à la fin des fins, pourquoi il reste, c'est qu'en fait, cette autonomie, il l'aurait nulle part ailleurs. Ouais, je comprends. Cette confiance, il ne l'aurait nulle part ailleurs. Et après, il y a aussi, je ne le fais rien qu'avec des gens avec qui j'ai un super fit humain et avec qui on a envie de bosser. Et ça, quand tu crées ça, ça a une puissance qui est extraordinaire, en fait, dans le quotidien. Et toi, en fait, par rapport à, du coup, à toute cette, encore une fois, à toute cette galaxie et toute cette vision de groupe, du coup, je vais avoir deux questions. Ma première, c'est est-ce que du coup là, il y a une cinquième brique qui est prévue pour 2024 ? Vu ton sourire, j'ai l'impression que oui. Ouais, en fait, j'en parle ou pas, ou est-ce que c'est encore secret ? On peut pas en parler aujourd'hui, Okay. mais en fait, moi, j'étais assez frustré de ne pas en lancer en 2023. En fait, je m'étais dit une brique par an. Mais en même temps, on en a fait 4 en 3 ans, donc j'en ai fait une de plus. Donc là, on s'est dit. J'avais un crédit, quoi. J'avais un crédit, puis surtout, mes associés à juste titre m'ont dit, Vincent, faut qu'on structure un petit peu ce qu'on a fait, et ils ont aussi raison. Et là, pour le coup, il y a 2-3 options qu'on est en train d'éluder et qui sont en fait toujours pareilles sur les 3 axes possibles, soit géographiques. Donc, est-ce que en France ou à l'étranger, il n'y a pas des briques à les développer localement ? Deuxième, parce qu'en fait le club que l'on a créé il n'existe nulle part ailleurs, donc en fait c'est pareil, un asset extraordinaire pour aller dans un autre endroit. Deuxièmement, t'as aussi des métiers d'expertise. Quand tu dis un autre endroit, ça par exemple aller en Angleterre ou en Allemagne, ou ça peut être un pays, ou même te dire il y a plein de boîtes de conseil qui ouvrent des bureaux à Bordeaux, à Toulouse, à Lille, enfin tu vois, donc ça peut être géographiquement en tout cas. Okay. Deuxièmement, t'as des briques métiers. Il y a plein de choses qu'on sait très bien faire, il y en a qu'on sait moins bien faire, et donc du coup, est-ce qu'on se renforce sur des briques métiers que l'on maîtrise moins aujourd'hui ? Okay. Et troisièmement, ça peut être aussi le rachat de boîte. Donc en fait, pareil, on veut aller sur des nouvelles briques. Est-ce qu'on les crée ? Est-ce qu'on recrute des gens ? Ou est-ce qu'on rachète ou est-ce qu'on s'associe à des gens qui l'ont déjà fait ? Et du coup, ça, si demain tu veux te lancer dans ce qu'on appelle le M&A, donc Ouais. le M&A, c'est le fait de racheter d'autres boîtes, donc de faire de la croissance externe par le rachat de boîtes tierces, hein, souvent qui font soit la même chose que toi, soit du coup, comme tu le dis, qui maîtrisent une verticale que toi tu ne maîtrises pas encore. Tu le ferais par quel biais ? Levée de fonds, ou tu penses qu'aller directement avec le bancaire, fonds propres ? Bancaire et fonds propres. En fait, c'est l'avantage d'être rentable. C'est l'avantage d'être, non, sûr. Parce qu'en fait, c'est l'avantage d'être rentable, c'est qu'aujourd'hui, on a une capacité d'endettement qui est quand même assez intéressante sur ce type d'opération, puisqu'on ne rachèterait que des boîtes dans le même profil que nous, c'est-à-dire rentables. Donc en fait, tu peux assez facilement dessiner, enfin facilement, toujours pareil, il faut le faire, mais c'est ta capacité à, ok, cette boîte-là, elle fait tant de CA, tant de rentabilité. Si je l'intègre chez mes clients, quel est son potentiel de croissance ? Quel est mon potentiel de croissance chez eux ? Et donc en fait, tu arrives assez rapidement à définir, si tu es très proche en termes de culture et en termes de métier, d'upsell et de clients, tu peux rapidement, assez facilement dire en fait, quel est ton potentiel de croissance, et donc du coup, quelle est la capacité que la société va me donner de la financer. Ouais, je comprends. Plus ta rentabilité, en fait, tu le fais par du fonds propre et de la dette, obligatoirement. Et c'est la beauté, une fois plus, d'avoir des boîtes rentables. C'est que tu as cette capacité de... alors toujours pareil, aujourd'hui on fait 5 millions, l'an prochain on va faire 8. Si on veut racheter une boîte qui fait 30 millions, on a un sujet. Mais si on veut racheter des boîtes qui font notre taille ou inférieure à nous, c'est des choses qu'on peut gérer nous seuls, tout seul. Ok. Et toi, c'est quoi, à titre personnel, là ? Le DNG, Digital Native Group, t'as encore une vision à quoi ? 5 ans, 10 ans, 15 ans ? En fait, je vais te dire, Est-ce que le but, c'est à un moment donné, un jour de le revendre, ou un jour de te retirer de l'opérationnel, et peut-être que tu as d'autres rêves entrepreneuriaux, ou alors tu te dis, bah non, mais en fait, c'est génial, si je peux lancer une nouvelle brique, une nouvelle verticale tous les ans, en fait, je suis dans mon mindset entrepreneurial
qui aime bien créer de nouvelles choses. Donc en fait, ça me va très bien et je me vois bien faire ça 10, 15, 20 ans. Alors en fait, je vais te répondre par plusieurs leviers. En fait, quand j'ai créé DNG, je m'étais mis un milestone, donc j'avais 32 ans, j'en ai 35, et c'était un milestone de se dire, autour des 45 ans, je veux, grâce à cette boîte, avoir l'indépendance financière, et donc ça veut dire quoi ? En termes de CA, de rentabilité, et du coup, potentiellement de sortie. Donc tu vois, moi, je m'étais fixé, donc pour moi, dans ma tête, je suis encore là 10 ans. Tu vois, je m'étais fixé un horizon long. En revanche, pour que ces 10 ans soient excitants, mais qu'est-ce qu'il faut ? Et en fait, moi, j'ai 3 critères assez basiques qui me motivent au quotidien. 1, c'est l'humain. Je reviens toujours là-dessus, mais en fait, moi, ce qui me fait kiffer, c'est d'être avec des gens que j'adore, brillants, et avec lesquels on crée des liens et on développe des choses. Donc, en fait, c'est continuer avec mes associés, mes collaborateurs et en avoir d'autres autour de la table. 2, c'est apprendre. Donc, tu vois, si au quotidien, je lance pas de nouvelles briques, je me mets pas des challenges, ou on fait pas de M&A, et que je suis juste et quand je dis juste, ça serait déjà très bien de bien le faire, mais je vends des nouvelles missions à des nouveaux clients, en vrai, ça va assez vite m'embêter. Oui. Moi, je suis pas le meilleur là-dedans. Donc c'est vraiment, il faut que j'apprenne des choses. Et troisièmement, il faut qu'il y ait la boîte qui se développe. C'est-à-dire, on pourrait très bien dire, en étant rentable, c'est quoi l'an prochain ? On fait pareil. Ouais, tranquille. On fait pareil, on ramasse mais franchement, on se dit, on fait pareil. Mais je travaille 2-3 jours par semaine, le truc il est plié. On fait pareil. Et non, et donc en fait, j'ai envie d'aller chercher en me disant, peut-être je peux aller chercher quelque chose de plus. Si je sens qu'à un moment, tu vois, là, on est comme ça. Si je sens qu'à un moment, tu vois, on arrive à un plafond de verre, il faudra trouver une porte de sortie, il faudra trouver quelque chose parce qu'en fait, t'as des boîtes à un moment donné et ça pourrait très certainement nous arriver de se dire, ben là, on est au max. On peut pas aller plus loin, donc il faut trouver quelqu'un qui va t'amener plus loin et donc du coup un nouvel actionnaire ou autre chose comme ça. Mais moi, c'est les 3 drives que j'ai. Donc en fait, pour aller dans la durée, il faut que je kiffe avec les gens, il faut que j'apprenne plein de choses et il faut qu'il y ait de la dynamique. Okay. Donc si j'ai ça, effectivement, je me dis absolument pas dans un an j'ai envie d'arrêter quoi. C'est pas du tout le sujet. Au contraire, c'est là je trouve que je suis et tu sais pour toi aussi être passé par plusieurs boîtes depuis DNG et c'est extrêmement rare. Je trouve que en tout cas je l'avais jamais vécu mais avec la première boîte je me sens aligné. Je suis au bon endroit, dans le bon marché, avec les bonnes personnes et du coup je kiffe. Et ça, on a beau dire l'entrepreneuriat, on fait ça pour kiffer, c'est souvent beaucoup plus dur que l'inverse. Et donc là, me dire aujourd'hui, j'arrête DNG pour recréer une boîte à côté, mais j'ai pas d'idée de boîte. J'avais avec la meilleure boîte qui a le meilleur potentiel aujourd'hui, et j'ai presque fait le plus dur. J'ai recruté les top collaborateurs, j'ai les bons, on a recruté des clients qui sont extraordinaires, qui nous font confiance. On est rentable, on est en croissance. Aucun intérêt de se dire, j'arrête DNG et je vais recréer une société à côté. Je pourrais le faire, mais c'est pas le mindset et la priorité aujourd'hui. Non, écoute, hyper aligné, parce que tu vois, même moi, après bientôt 15 ans d'entrepreneuriat, c'est un sentiment que moi, je commence tout juste là à ressentir, à me dire, là, je sens que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment ce que je voulais. Et pour la première fois de ma vie, et toi qui me connais un petit peu, tu sais que moi, pareil, je suis quand même vachement le FOMO, j'ai quand même vachement été à droite à gauche, mais en fait, je pense que j'étais un coureur, en fait, au sens entrepreneurial du terme, mais parce que j'avais pas trouvé, en fait, la femme de ma vie. Et c'est que quand tu l'as trouvée, tu te dis, en fait, c'est vrai que à quoi ça sert d'aller voir ailleurs, quoi. Tu peux toujours te dire, c'est mieux à droite, c'est mieux à gauche, mais quand t'as une boîte rentable sur laquelle tu t'amuses, t'as des gens de confiance avec qui tu peux te développer, le sujet, il est plutôt de dire, ce que j'ai envie de faire, c'est quand, et pas, je peux ou je peux pas. Ouais, tu vois. Et donc en fait, quand tes associés sont aussi alignés dans le fait que tu as besoin de folie pour t'amuser, du coup en fait ça fonctionne. Tu vois, parce qu'aujourd'hui je pourrais prendre des décisions seul, mais en fait du coup ça veut dire que j'embarque pas mes associés dedans. Ouais. Et donc là maintenant à partir du moment où on est plusieurs associés, il faut que tout le monde soit aligné. Du coup, c'est qui les associés? Parce que ça, que de base, t'avais commencé tout seul. Ouais, en fait, t'as un associé sur la brique Strat, t'as 2 associés sur la brique Ops, et t'as associé Kim sur le club, et t'as personne, Nicolas sur Market. Parce qu'en fait, à chaque fois, t'as fait une En fait, j'ai créé une filiale, chacun est associé à sa filiale, et ils sont aussi tous associés à la holding, en fait. Parce que ça, moi, ça, c'est une réflexion que j'avais, en fait, pour toutes les agences qu'on va créer en interne. C'est est-ce que je les associe également à La Chapelle Group, en fait, quoi. Nous, c'est ce qu'on a fait pour une simple et bonne raison, c'est que moi, comment je l'ai créé, je me suis dit il faut que 50 à 60% de leur patrimoine soit développé sur leur brique propre et 50 à 40% soit développé sur la brique groupe. Pourquoi? Tu leur files quoi? 1%, 2%? Plus... Ça dépend chacun, tu vois, mais sur la brique groupe, c'est entre 0,5 et 3. Ouais. Et sur la brique filiale, comme on le disait, c'est de 4 à 30, en fait. Et donc, en fait, pourquoi? Parce que si, par exemple, nous, on a l'une de nos missions qui marche le mieux, c'est on a des directeurs e-commerce très expérimentés qu'on place à temps partagé chez les clients. Mais si le mec de la strat, il a plus d'intérêt
aller recommander une boîte concurrente qu'en interne, enfin, ça marche pas. Donc en fait, il faut que tout le monde pense groupe avant de penser sa brique en soi. Et donc du coup, le meilleur moyen que ça fonctionne, c'est en fait l'upsell et l'upsell en interne, au sein du club, au sein de nos clients, de nos practices. Et donc pour ça, le seul moyen, c'est qu'en fait que tout le monde soit intéressé à tout. Tu vois. Ouais. On est hyper alignés là-dessus. On pourrait parler de ça pendant des heures, mais si je dis pas de bêtises, on a quand même l'heure qui tourne. Oui. Et je crois que tu vas bientôt devoir Ouais. nous quitter. Mais en tout cas, moi j'étais hyper content qu'on se voit aujourd'hui, Vincent. Est-ce que, je sais pas, alors ça que je pose toujours cette question, mais je pense que c'est une question à la con. Je pense que c'est la dernière fois que je vais la poser. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Est-ce qu'il y a un sujet, là je sais pas, qui est quel que soit le sujet, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé aborder qu'on n'a pas abordé aujourd'hui? Je pense en tout cas dans nos métiers, le truc le plus important et qu'il faut avoir en tête et qui est souvent le plus dur parce que c'est mouvant, c'est comment tu arrives à fidéliser tes meilleurs collaborateurs. Tu vois, et je pense tu parlais de Jonathan, de Rémi sur Joe's Group, de Harold, etc. En fait, tout notre métier, on est basé sur c'est ce qu'on appelle du people business. Et donc le people business, c'est des gens qui développent avec toi ton business, qui sont face aux clients, ils vendent des missions et tout. Et c'est quelque chose qui est très 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 difficile puisque on peut dire que tout le monde est remplaçable, oui, mais à un moment, l'humain est super important et comment tu les gardes. Et très honnêtement, on essaie de mettre des trucs en place, mais c'est pas évident. Tu vois, et tu parlais tout à l'heure de Kimono. Je pense que on pourrait dire d'extérieur qu'on a une culture très forte chez D&G. Et en fait, ce que je pense, c'est qu'on a une différenciation sur le marché très forte, mais on n'a pas une culture suffisamment affirmée en interne. Ouais. Tu vois. Et c'est quelque chose que l'on doit travailler à fond parce qu'il faut qu'on ait des gens qui se disent eux, ça va être les meilleurs du consumer. Je suis passionné du consumer, je veux venir chez eux parce que je vais être le meilleur et je vais y rester parce qu'ils sont toujours en avance et toujours les meilleurs, quoi. Et ça, c'est du taf. C'est du taf, tu vois. Et aujourd'hui, on n'est pas au niveau où on voudrait être. Tu vois, là-dessus. Ah, mais il y a clairement un sujet. Tu dois contacter Kimono, ils vont peut-être te faire une petite mission. Non, mais c'est vrai que c'est maintenant, tu vois, quand on a ce genre de discussion sur la culture, ça paraît en fait évident. Et ça qu'il y a 4-5 ans, quand Olivier commençait à dire, mais tu verras là, on vend des vêtements, mais demain, on fera aussi des séminaires, on fera aussi de la déco de bureau et on vendra même du conseil en culture. Je dis, waouh, tu vas un petit peu loin. Mais en fait, si, parce que c'est vrai que la culture aujourd'hui, c'est clé. Tu vois, tu parlais de plafond tout à l'heure, peut-être qu'un jour, en fait, le plafond, ce sera votre culture et que c'est cette culture que vous allez retravailler en interne qui vous fera passer Mais j'ai même plus loin, on a des clients qui nous disent, je signe parce que je comprends que vous êtes le prochain cabinet tendance et du coup, je vais être avec les mecs qui sont les meilleurs aujourd'hui et parce que demain, vous serez 2 fois plus cher, tu vois. Okay. Et ça, à un moment donné, avoir cette culture pour le client, enfin, tu vois, qu'elle transpire, c'est-à-dire que les collaborateurs vont le sentir et vont vouloir nous rejoindre. Et les clients aussi. Et c'est beaucoup plus simple quand t'es différenciant, que t'as une culture très forte. Typiquement, on pourrait en parler des heures. The Family n'ont pas tout réussi. Mais par contre, cet aspect différenciant culturel, tout le monde l'a compris très rapidement, tu vois. Ça, ils ont même masterisé le sujet. Et ils ont regroupé l'un des plus gros écosystèmes entrepreneurial tech français. Et nous, comme on a déjà ça, en fait, je pense qu'on a une partie du boulot qui est fait, mais on n'est pas encore allé assez loin. Et ça, il faut qu'on le travaille et quand tu vois, moi je travaille en ce moment sur un culture book. Comment en fait les mecs qui viennent chez nous, quand ils rentrent chez D&G au bout d'une journée, ils ont capté pourquoi on était différents. Je travaille sur un culture book qui sera en fait un outil d'onboarding chez toi, quoi. De recrutement, affiché sur le site, de recrutement, d'onboarding. Enfin, tu vois, je travaille sur qu'est-ce que tu fais quand ton collaborateur arrive et qui est différenciant, mais qui est marqué en étant chez D&G. Qu'est-ce que tu fais quand tu gagnes un super client. Enfin, tu vois, quels sont tous les éléments clés qui font que chez D&G, c'est différent. Ouais. Tu vois. Et c'est nous, tu vois. Et donc du coup pour ça, il faut déjà se définir, tu vois. Donc c'est un travail mouvant, un gros travail que vous devez faire en interne avec tes associés, avec tes C-level. Et on travaille pas mal dessus, mais c'est le meilleur moyen de. Vous avez à peine 3 ans, donc vous êtes. C'est bien de se poser la question maintenant. Mais en effet, il faut pas se la poser au bout de 5-6 ans. Mais non, parce qu'en fait, je pense qu'on en a une, mais qui est pas vraiment formalisée. Et donc du coup, il faut la formaliser et du coup la faire. Tu vois, tu viens dans nos bureaux, c'est des bureaux blancs, quoi. Alors qu'en fait, tu vois, il devrait y avoir quelque chose. C'est même pas le plus important, tu vois. Enfin, c'est important, mais c'est même déjà vous, en fait, vous devez être clair avec ta garde rapprochée, puis après, au fur et à mesure avec toute la boîte, parce que ça que là, vous êtes à une taille à 3 ans, un peu plus de 40 personnes. C'est clairement le moment où il faut le faire. Il faut faire cet exercice. Et pas, parce que tu vois, là, l'un des chiffres qui pour moi est important, et je vois beaucoup de boîtes
le passer avec un peu fracas, c'est les 60-70 salariés. Donc faut le faire quand même pour aller là. C'est-à-dire que là, ouais, mais c'est ce qu'on veut faire, tu vois, en fin 2025. Donc en fait, il y a assez vite. Donc c'est quand même demain. Les 60, c'est demain. Et tu vois, et ça c'est surtout culturellement parlant, parce qu'au début, la culture, c'est quand même très porté sur la culture du CEO, sachant que toi t'étais CEO seul, qu'il y avait eu une histoire avant, bim, t'es arrivé là-dedans, t'as été chercher un peu toute ta garde, et donc au début la culture c'est toi qui l'as fait transpirer. Forcément, après, les premiers, ils ont amené aussi leurs pattes dans cette culture. Et en fait, plus il y a de gens qui passent, plus la culture évolue. Mais c'est vrai que c'est bien de quand même de poser les bases. Et surtout aujourd'hui, comme tu dis, quand c'est basé sur le CEO, en fait, t'as pas vraiment une culture. Tu recrutes des gens en fonction de ton savoir-être à toi. Donc t'as des valeurs communes. Bien sûr. Des façons de fonctionner qui sont communes. Par contre, t'as pas formalisé. Ok, mais HDNG, c'est quoi? Parce que là, t'as dû le faire instinctivement plutôt que de. Et puis en plus, moi, je suis un entrepreneur très instinctif et peu formel. Voilà. Et donc, en fait, oui, c'est fait comme ça. Et naturellement, quand tu vas chez DNG, que tu rencontres les associés, les managers, les collaborateurs, tu dis, OK, j'ai compris l'ambiance de la boîte. Tu vois, on recrute des gens qui viennent de grands cabinets. Ouais. Ils arrivent chez nous, ils disent, OK, j'ai compris la différence. Vous me l'expliquez, mais en fait, j'ai pas compris. Au bout d'une semaine, ils disent, OK, j'ai compris. Mais ça, tu vois, on devrait le faire transparaître partout, quoi. C'est ça, avec une culture, qu'elle soit encore une fois visuelle, écrite. Visuelle, différenciante, marquée, brandée dans tous les éléments que tu as du quotidien, quoi. Avec tes coutumes, avec plein de choses, en fait, qui vraiment sont propres à vous. Sont propres à vous, et ça te plaît, tant mieux, ça te plaît pas, c'est pas grave, tu sors. Enfin, tu vois, ça va du petit détail à, tu vois, enfin, comme nous, tu vois, moi, c'est une anecdote que j'aime bien raconter, que Olivier a mis en place chez Kimono. Chez Kimono, tu vois, dès le début, mais quand on était 3, quand on signait un deal, on avait un tout petit gong comme ça et qu'on gongait, quoi, tu sais, avec vraiment limite une pince à linge, quoi, enfin un coton-tige, pardon. Et en fait après on se disait que dès qu'on alors on a fait ça au bout de après un an, parce que dès qu'on passait un record, parce que j'allais dire au début c'est un record tous les mois, donc on n'avait pas acheté un plus gros gong à chaque fois. Et à chaque fois qu'on passait un vrai record, tu vois, un vrai milestone, bim, on achetait un gong de plus en plus gros. Donc tous les autres finissaient au musée. On a un musée Kimono. Et maintenant, tu vois, le gong qu'on a, c'est le gong des combats de sumo, quoi. Il est juste gigantesque. Et j'ai hâte qu'on batte le prochain, parce que je sais pas si ça existe plus gros, tu vois, et comment on va faire. Tu le feras sur mesure, quoi. Ouais. Mais tu vois, ça, et alors maintenant, c'est plus un petit détail, mais tu vois, de base, c'est un petit truc, et qu'en fait, tout le monde sait. Et tu vois, ceux qui sont arrivés après le dernier record, toi, ils sont excités, parce qu'ils ont hâte de voir, en fait, l'arrivée du nouveau. En fait, c'est comment tu fédères les gens autour de plein de petits rituels. Ouais. Mais voilà, écoute, je pense que c'est peut-être là-dessus que du coup on va pouvoir se quitter, parce que je sais que tu dois y aller à 45 et il est 44, donc le timing est respecté, on est bon. En tout cas, beaucoup, Vincent, merci Hugo pour ton invitation à ce moment. Et pour toute la valeur que tu nous as donnée, et puis surtout toute la transparence, parce que tu as donné tous les chiffres, toutes les us et coutumes de chez DNG, Digital Native Group. On continuera à suivre ça. En tout cas, merci beaucoup Vincent. Super, merci Hugo. À bientôt. Et à bientôt à tous. Bye.